têtes de Laurent Ruquier, c'est jusqu'à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver en ce lundi, avec pour vous aujourd'hui une grosse tête plus proche du téléphone rose que du numéro vert, Marcella Yacoub. Une grosse tête qui peut être autant sirène quand elle chante que quand elle nage, Ariel Dombal. Une grosse tête qui n'a pas donné 1 euro pendant la journée Alzheimer, Paul Elkarat. Une grosse tête en surmenage entre l'actualité politique et la rentrée théâtrale, Christophe Barbier. Une grosse tête tout terrain sauf au plumard, Johan Rioux. Merci, c'est vrai. Et une grosse tête qu'il vaut mieux avoir en photo qu'au micro si on veut pas qu'il parle, Sébastien Toen. Ah, je vois que vous avez des amis, hein, monsieur Toen, dans le public. Mais c'est normal, il y a des gens qui ont du goût dans ce pays. J'arrive pas à comprendre. On sait pas trop ce que vous faites. Vous êtes... Oh là là. J'ai l'impression que vous êtes un emploi fictif chez le Bolloré, quoi. Il y a un problème, c'est... Mais même ici, l'emploi fictif. Pourquoi ailleurs? J'accompagne Ariel, tu sais. Je l'amène en fiacre. Exactement. C'est moi qui l'amène jusqu'au studio. Mais tous je les crois matins. qu'Ariel a eu un petit problème avec une mini-jupe, peut-être ces derniers jours. Non, tu n'as pas eu un petit problème avec une mini-jupe? C'est vrai qu'on ne m'a pas laissé entrer dans une église hier, à la messe à 18h. À côté de la mutualité, l'église... Saint-Nicolas du Chardonnay. Exactement. Qui est pourtant un endroit très très open. Et qu'est-ce que vous alliez Fallait venir faire? avec le cardinal Barbarin, t'es con aussi. Qu'est-ce que vous alliez faire à l'église Mais je suis catholique. Oui, ça, d'accord. Et puis j'entre toujours dans les églises. C'est un endroit où je me sens chez moi. Et Et j'aime alors ça. Et donc là, c'était étrange. Ils vous Et ont puis pas après- laissé rentrer parce que vous aviez la jupe trop courte. Oui, incroyable. Mais qui t'a empêché? C'est qui à l'entrée? Il y a un videur? Il y avait 3 personnes. Mais pourquoi vous n'avez pas emprunté une robe à l'abbé Pierre? Mais finalement, j'y suis quand même entrée. J'ai mis ma grande houppelande, mon grand manteau. Et voilà. Il y a quelqu'un qui m'a approché comme ça, étrange, peut-être un communiste facho, et qui m'a dit... Oula. Attendez, c'est qui ça? Communiste facho? Il y a vraiment toutes sortes d'unions aujourd'hui. Il m'a dit, vous savez qui je suis. Et il est parti, très bizarre. Enfin, tout ça, Jean-Luc voilà. Mélenchon, c'était Jean-Luc Mélenchon. C'était le Cette diable, histoire n'a peut-être. aucun intérêt, mais j'ai eu... Mais comment vous êtes au courant de ça? Comment tu lui parles de Parce ça? qu'on C'était lui le type pour la On se photo. bat. Ah, vous êtes parlé, c'est pas sorti dans la presse. Moi, j'ai jamais de problème avec les vêtements. C'est bizarre. J'aimerais bien essayer un jour une robe, d'essayer de changer un petit peu, de mettre une jupe et tout, avec des talons aiguilles, avec des faux seins. Non mais Johan, il y a déjà une boule à facettes. Il y a une soirée chez Emmaüs, là, viens. Pourquoi des faux seins? Les tiens sont très bien. Hein. J'ai fait. Pourquoi vous voulez être habillé en femme Parce que j'ai envie de savoir c'est Mais quoi qu'est-ce le. que va dire votre fiancé? D'ailleurs, est-ce que vous êtes toujours fiancé? Mais c'est plus fort que jamais. C'est un truc de dingue. Avec Nathalie, Oui, on s'est toujours? envoyé 16 textos l'un l'autre hier. Mais quel genre de texto? Bah comment ça va? C'est vrai? Tu révises ton match? Tu révises ton bac? Tu révises ton bac? Ouais. Ça avance de fou. Quel âge elle a d'ailleurs? Vous ne nous avez pas dit ça. Elle est entre la trentaine et la quarantaine. Elle est à cheval entre deux os. Tu n'as pas peur d'avoir un enfant? Ah, je rêve d'avoir un enfant, c'est le rêve de Ça, ma je vie. comprends en tout cas qu'après avoir fait l'amour avec vous, elle soit en quarantaine. Allez, je crois qu'il est temps de passer à une première citation. Et ce sera une citation, ça tombe bien d'ailleurs, pour Madame Audra, qui habite la Primaube dans l'Aveyron, qui a dit « Si l'amour est aveugle, pourquoi la lingerie fine est-elle si populaire Non, Yann. Alors, Woody Allen. Non, mais c'est vrai que c'est américain. Groucho Marx. Ah, l'abbé Peter? Mark Twain. Seinfeld? Seinfeld? L'abbé Peter, non. Mark Twain. Mark Twain, non. Sébastien Toen? C'est plus récent. d'ailleurs. Groucho Marx. Non, Jerry il Seinfeld. vit encore. Donald Trump? Il est acteur, il a fait du cinéma. Adam Sandler. Non. Ah, Peter Ninet? Il a été découvert dans les années 80 dans l'émission Saturday Night Ah, Live. Peter Mondi? Non, Peut-être Will Smith. non, mais on n'est pas loin, pas loin. Eddie c'est un Murphy. black. Eddie Murphy, bonne réponse de Paul Elkarat.
Une autre citation, et cette fois ce sera plus littéraire, pour Jocelyn Bétard, qui habite Var-sur-Rosay en Corrèze, Bétard. qui a dit « La création fut le premier acte de sabotage Ça, c'est du Pierre Desproges. Non, non, non. Lamartine. Non, 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 non. Ah tiens, il y a longtemps qu'on n'a pas joué au jeu des dates avec Paul. On parle de quelqu'un qui est né en 1911 et mort en 1995. Sioran. Et c'est Émile Sioran. Bonne réponse. Bravo Paul. De Paul Elkarat. Plus difficile. Hein. Qui a inventé le couteau sans lame auquel manque le manche? Ah, ça, c'est un surréaliste. Ah, et c'est vrai que c'est assez surréaliste, oui. Le couteau sans lame auquel manque le manche. C'est un humoriste ou c'est un Ce écrivain? n'est pas un humoriste. C'est un écrivain? C'est un philosophe, écrivain et physicien. Ah, Kenji Girac. C'est Alfred Jarry. Alfred Jarry, non. Bachelard? Gaston On est, Bachelard? on est au XVIIIe Ah, oui. siècle. Hein. Ah, Kenji Girac. un Anglais. Non, ce n'est pas un Anglais. Est-ce que c'est un portugais? Il est mort à Göttingen en C'est donc 1799. Ah, c'est un portugais ou c'est pas un C'est portugais? pas Goethe? Goethe, non, non. C'est un ami à Goethe. Ah oui, c'est vrai que c'est un ami. C'est un romantique Eh ben, allemand. c'est- ah ben, C'est Schopenhauer. C'est Georg von Lichtenberg. Bonne réponse de Paul Elkarat. Et là, c'est plus difficile. Il s'agit de retrouver un peintre, sculpteur, poète, à qui on doit cette jolie citation. La puce porte son pied droit derrière son oreille gauche, sa main gauche dans sa main droite, et saute sur son pied gauche par-dessus son oreille droite. Là, on est évidemment dans le surréalisme à donf. Hein, vous C'est voyez. pas Jean Cocteau qui a dit. Alors, Un des fondateurs du mouvement Dada. Bresson? Tristan Tzara. Tristan Tzara, non. Benjamin Perret. Non plus. Ah, c'est pas Michou? Ah non, Michou, c'est le mouvement Paul Tata. Delvaux. Pardon. Paul Delvaux. Là, je vous parle du mouvement Dada, effectivement. voilà, oui. Co-fondateur du mouvement Dada à Zurich. Oui, c'est. Attends, Max Born. Non, 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 non. Il Max est, Klein. il est d'ailleurs mort à Bâle en 1966. C'est un Français? Il est né à Strasbourg et il est mort à Bâle. Pas de chance. Est-ce que on- c'est Victor Bronner? C'est un Français. Mais il était allemand quand Strasbourg était... Exactement. Il a réintégré la nationalité française en 1918, mais il est né allemand en Alsace occupée. Oh là, vous voyez. Max Beckmann. Non, 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 non. C'est un Von quelque Ah chose? non, ça peut être Apollinaire. Ah, oh, bon, non, non, non. Apollinaire. Ah ben oui. Ah bah non, non, non. Ouais, Gérard Rolls aussi, non? Ah, Ah, mais vas-y, lâche-toi, je sais Ariel. qui c'est. C'est Gérard Rolls. C'est Jean Harpe. C'est Jean Harpe. Harpe. Bonne réponse de Paul Elkarat. Non, non, il est né à Strasbourg. Et effectivement, Strasbourg était allemand à l'époque, et puis après, Il a- c'est ouais. passé français. Mais c'est bien à Zurich qu'il a lancé le mouvement Dada. Il est mort Ou d'ailleurs Yann Harpe. en Suisse. Oui, on dit Yann, Yann ou Harpe. Jean. Hans-Peter Wilhelm Harpe dit Jean ou Yann Harpe. C'est en tout cas une bonne réponse de Paul Elkarat. Les grosses têtes sur RTL, c'est avec Laurent Ruquier. Ah, ça y est, c'est l'automne, hein, on est le 21 septembre, je vous le rappelle. Enfin, Le même, 23, le maintenant. 23, mais enfin, ce que je veux dire, c'est Voilà, que... Alzheimer, ça commence. Et Bouvard, ça a commencé pareil. Mais non, ce que je veux dire, Si, c'est... si, ça a commencé pareil, Ce Bouvard. que je veux dire, c'est que le 21 est passé, ça y est, on est dans l'automne. Non, parce que quand on est le 21, on sait jamais dire si, est-ce que c'est aujourd'hui, demain, là, là, le 23, on en est sûr. Voilà. C'est l'automne. Et le ciel le prouve. hein, Les c'est feuilles pas bon, mortes hein. se ramassent à la pelle. Les gens morts aussi. Et évidemment, là, je sens que ça va intéresser Paul Elkarat et Christophe Barbier, puisque nous On sommes... va parler fringues. Non. Puisque- Allez, question sur la Fashion Le Week. mec qui dit ça, je suis mieux habillé que lui, quoi. puisque nous On sommes a deux l'automne. égéries Célio. Non, mais on a quand même deux égéries Célio, c'est rare. T'en es où avec Uniqlo, Christophe? Ils t'ont mis un peu de sous de côté, là? Il y a un défilé, il y a quoi? Vous n'êtes pas non plus le mieux habillé. Moi, j'en ai pour plus d'une barre de fringues sur moi. La plus élégante, on le sait, c'est notre Bah, princesse. évidemment. Regardez Ariel. Ah, je croyais que vous parliez En Marcella. couleur d'automne d'ailleurs, Ariel, c'est magnifique. Voilà, c'est vrai. Et le pire, c'est Ryu, là-bas, vous voyez. Ouais, c'est la chemise par Mais bonheur. c'est les fringues à sa sœur, lui, il dit pour rien. lui. On dirait toujours des chemises cubaines, tu vois. Mais non, mais il tourne dans le biopic de Carlos, là. Quoi? Enlève les fringues du tournage. Mets tes fringues à toi. Non, parce que j'ose pas mettre de chemise blanche parce que je transpire beaucoup et on va voir les Oui, auréoles. puis il faudrait pas qu'Ariel vous confonde avec BHL. Non, non, ça, il n'y a pas de danger. Alors voici la question.
Ah, elle est déjà assez en lévitation. Pour Olivier Sousseron, donc, cette question concerne évidemment un des poèmes les plus célèbres de Paul Verlaine, Chanson d'automne, que vous connaissez, monsieur Barbier. Vaguement. Mais Comment ça, Je vaguement vais laisser Paul répondre. Là, Les- je me mets en veille, là. Les sanglots longs des violons de l'automne. Berce mon cœur d'une langueur monotone. Alors justement, je viens de vous entendre, monsieur Barbier, dans ce poème de Verlaine, on commet souvent une erreur. Laquelle erreur ne doit-on pas commettre quand on récite la chanson d'automne de Paul Verlaine? Et d'ailleurs, vous venez de la commettre. Faut dire langueur et pas longueur. Ah non. Répète, s'il te plaît. Les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur. Blesse mon cœur. Bonne réponse de Paul Elkarat. C'est blesse. Et effectivement, Moi, pour moi, c'est pas une erreur, j'ai toujours dit blesse, moi. Ah bah, oui. Non, mais moi, j'aurais tendance à dire berce. C'est peut-être plus joli d'ailleurs, non? Et je vais vous dire pourquoi. Moi, j'ai dit Parce qu'en On en 1944, parle, ce poème. en 1944, quand ils ont annoncé le débarquement, ils ont dit berce. Alors non, ils ont dit blesse. Et c'est Charles Trenet Voilà. qui, dans sa chanson, parce que Charles Trenet a repris le passage, et Trenet, lui, dit berce au lieu de blesse. Et d'ailleurs, il dit aussi de ci, de là, au lieu de ça, de là. Quinquin. Ah non, quinquin, c'est encore autre chose, ça. Il a dit aussi à Hitler. À la fin du poème. Et même Léo Ferré, d'ailleurs, a repris le poème en transformant le verbe. Il ne s'agit pas de berce mon cœur, mais blesse mon cœur. C'est ça le poème original de Chanson d'automne. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone, tout suffocant et blême quand sonne l'heure. Je me souviens des jours anciens et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ça, de là, pareil à la feuille morte. Voilà, mais ça, on avait déjà posé des questions sur, on va dire, le dernier passage de ce célèbre poème. Tiens, d'ailleurs, question subsidiaire, qui est paru dans quel livre de Verlaine? Comment s'appelle ce livre dans lequel est paru Chanson Martine va au d'automne? camping. Romance sans parole. Comment vous dites? Romance sans parole. Ah non, non. c'est ah bah c'est les poèmes saturniens. Poème saturnien, bravo. Ça, c'est bien. Ah non, mais ça, c'est fort. Ah bah, puisqu'on continue avec l'automne, Et voici... pourtant, ça tourne pas bien chez moi. Ah non, ça, j'ai bien compris. Ah, qu'est-ce qu'il est drôle. Il a tous les talents. Il a tous les... C'est dommage, il a une toute petite... C'est dommage, hein. Comme dirait Pierre Bénichou, si tu l'avais dans la bouche, tu dirais pas Bien Strasbourg. sûr. Mais bien sûr que c'est faux, Paul. T'es monté comme un poney. alors. Non, le problème, c'est Rio, lui. Bon, dis, tu peux poser... Non. Vous vous rendez compte que je suis en pleine poésie sur l'automne? Allez-y. Je vous donne du Verlaine. Et Eh ben, c'est maintenant... bien qu'il y ait les deux. Et maintenant, tiens d'ailleurs, un deuxième poète à identifier. Voilà un autre poème sur l'automne. Dans le brouillard s'en vont un paysan cagneux et son boeuf lentement dans le brouillard d'automne qui cache les hameaux pauvres et vergogneux. Et s'en allant là-bas, le paysan chantonne d'une chanson d'amour et d'infidélité qui parle d'une bague et d'un cœur que l'on brise. Oh, l'automne, l'automne a fait mourir l'été. Dans le brouillard s'en vont deux silhouettes grises. C'est Alors simple. peut-être Lamartine. Ah non, C'est C'est Karine Le Marchand. 19e ou c'est Alfred de Vigny 20e ça 1913. Karine Le Marchand. 1913. C'est Mon Apollinaire. Guillaume Apollinaire, encore une bonne réponse de Paul Elkarat. Dans Alcool. Non Dans Alcool. Dans Alcool. Bon, bah alors je vais passer à un poète plus contemporain qui, Oh non. lui, a démarré son texte par poster devant la fenêtre « Je guette les âmes essolées ». Et d'ailleurs, son vrai nom, c'est Mahmoud Niang. Mais on le connaît sous un autre nom, je me effectivement. Et ça, c'est son nom... De scène. non, mais son nom d'auteur. Ah, c'est son nom chez Daesh, peut-être. Mais non. Parce que quand on arrive chez Daesh, ah Christophe, tu te rappelles, on nous file un pseudo. C'est quelqu'un qui est né à Dakar, mais qu'on a adopté chez nous en France. Et c'est vrai que vous devriez tous connaître et reconnaître ces premiers vers que je viens de vous donner. C'est pas Senghor? Mais vous ne les avez pas prononcés, les vers. Ah bah si, j'ai prononcé les vers. Ampatouba. Non. C'est pas Senghor. Non. Posté devant la fenêtre, je guette les âmes esselées. Posté devant la fenêtre, je regrette de n'y avoir songé. Ah, je sais, Aimé Césaire. Mais non. il est pas C'est un Dakar, chanteur lui. aussi? Pardon. Il est chanteur? Il est chanteur. Ah oui. Manu Pierre Dibango. Perret. Youssou N'Dour? Non. Non. Posté devant la fenêtre, je guette les âmes esselées. À la faveur de l'automne, posté devant la fenêtre, je regrette de n'y avoir... Tété. À la faveur de Tété, voilà, j'allais dire. Tété. C'est Tété, évidemment. Eh ben voilà, c'est sûr, c'est l'automne. Moi, j'aime bien Tété.
T'as Je ne compris? connaissais plus. J'aime bien téter. Qui? J'aime bien téter. Ça te dirait qu'on l'écoute ensemble? Dans ma loge? Petite cochonne. Laurent Ruquier et les grosses têtes sont sur RTL. RTL, Les grosses têtes répondent aux auditeurs. Lauriane est la première auditrice à intervenir grâce à notre adresse mail lesgrossetêtes@rtl.fr. Je rappelle l'adresse parce que ça vous permet évidemment de nous réprimander parfois, de nous complimenter aussi. Souvent, quand même. Oui, mais nous réprimander, on accepte, on est là pour Ouais, ça. c'est ça qui est C'est vrai. c'est le mieux. Lesgrossetêtes@rtl.fr, c'est l'adresse. Lauriane, vous voulez nous féliciter ou nous engueuler? Bonjour. 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 Bonjour les grosses têtes. Mais t'es pas à Bonjour l'école, Laurent toi? et bonjour. J'en étais sûr. Quel âge vous avez, Lauriane? La maîtresse, elle t'a dit? Je vais avoir 20 ans à la fin de cette semaine. Et votre chouchou, c'est Paul Alcarat, c'est bien ça? Tu l'as pas vu en slip? Je ne vous permets pas. Mais oui, je suis très content. Merci beaucoup. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui m'apprécient. Mais tu peux profiter pour faire quelque chose avec la jeune fille, non? Oui. Non, mais oui. Il n'y a mais- pas autant d'occasions que ça. Il est tellement gentil et Oh. spécial. Je suis assez différente aussi. Et Vous il êtes m'a toujours différente fascinée. aussi? Dans quel sens? Dans le sens où je suis pas comme les gens de mon âge. J'ai une vie assez particulière. Vous savez quoi, Lauriane? On est tous différents. Ici, d'ailleurs, Mais c'est une tous réunion de complices. différents. Autrement, il n'y aurait Oui. pas de grosses têtes. Ouais, il y a des. Mais c'est C'est gentil. pour en ça tout- que je vous écoute depuis 7 ans, Laurent. Ah ben, c'est très gentil, Ah. Lauriane. On vous remercie. Christian, maintenant. Bonjour, Christian. Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Alors, je voudrais... Bonjour, toi, t'es du Nord, toi. Oui, comme toi. Comment ça va à Lille? Ça se passe, hein? Christian, il est en forme, toi, aujourd'hui. hein. J'ai aucun mérite, c'est la cocaïne. Franchement, j'ai aucun mérite. Hein. C'est vraiment... Christian voudrait surtout s'adresser à Ariel. C'est bien ça, Christian? Oui, c'est ça, oui. Elle vous fait rire, Ariel. Pourquoi elle vous fait rire? Elle me fait rire. Bon, déjà, elle donne pas souvent de bonnes réponses. Aïe, aïe, aïe. Ensuite, elle est toujours à côté de la plaque. Oui. Mais j'adore sa voix et j'adore comment elle s'est intégrée à toute l'équipe des grosses têtes. Et en plus, elle a pas besoin de l'émission Les grosses têtes pour pouvoir manger le midi et le soir, pas comme Sébastien Toen. Lui, il a pas les grosses têtes, il est à la rue. Il avait l'air super sympa. Ah ben, vous voulez que je vous dise, Christian, on est plusieurs à vous remercier. hein. Saïd, maintenant. Bonjour, Saïd. Oui, bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes et bonjour le public. Salam alaikum. Comment ça va, mon frère? Saïd, ne répondez pas à cette idiotaine. Vous dites, j'adore la séquence Qui sont les grosses têtes. Et aussi, vous avez effectivement interrogé l'intelligence artificielle à propos de Johan Rioux. C'est-à-dire, je comprends pas bien. Qu'est-ce que vous avez fait? Sur ChatGPT, c'est un site internet. On écrit une question à l'intelligence artificielle et on attend sa réponse. Donc, qu'est-ce que répond ChatGPT? Vous voulez que je lise ce que répond ChatGPT? Oui, s'il vous plaît. C'est un petit gros bouboule qui parle vite, qui bouge avec les bras, il ressemble à une otarie et il est puceau à 46 ans. Ah là, c'est bon. Merci beaucoup, monsieur. Je vous ai fait la réponse. Quoi? Ça, c'est sur Wikipédia. Sur Johan Rioux, voilà ce que répond ChatGPT. Imaginez Johan Rioux comme un tourbillon d'énergie et de bonne humeur, un peu comme un chiot hyperactif qui aurait bu trop de café. Né un 1er avril, c'est la plus grosse blague que sa mère ait pu faire à son père. Oh là là. C'est vraiment l'intelligence artificielle qui a dit ça? Pour tout avouer, la première partie, c'est bien l'intelligence artificielle et la deuxième, c'est moi. Ah, une intelligence qui n'a rien d'artificiel. Merci, Saïd. Et on termine avec Manuel maintenant. Bonjour, Manuel. Ah, c'est un portugais? Non. Hein, Manuel? C'est toi, un dégât des ou? Tu passes au bureau, fais un douille, hein? Y a pas de Manuel, laissez dire Toen qui dit n'importe Manuel ou quoi. intellectuel? Faut savoir, hein, Manuel? Comparé à toi, Sébastien, plus intellectuel. Et paf. Bon alors attention Manuel, je sais pas si on va avoir le temps de répondre à toutes vos demandes là, parce que c'est pas une demande, vous, c'est carrément un cahier de doléances, votre histoire. Ah ben, il faut tenter quand on a la chance. Hein. Bon, j'essaye d'aller vite. D'abord, il y a un reproche à Paul Alcarat qui s'est trompé dans une date, c'est ça laquelle?
pendant l'été, il y avait les émissions spéciales sur les JO et Paul Alcarat a dit que son souvenir, c'était quand Usain Bolt avait loupé sa course en 2011 à Daegu. En fin de compte, 2011 à Daegu, c'était les championnats du monde et pas les Jeux Olympiques. Et voilà, Paul. J'ai jamais dit JO. C'est impossible, les JO c'est 2012. Ah, 2008. bien fait l'autiste. Mais je sais que c'est les championnats du monde. Ça, c'était la première remarque. Deuxième remarque, vous avez perdu la copie du premier album du chat lors d'un déménagement, c'est bien ça? C'est bien ça, on a changé d'appartement et puis ça a été perdu. Et vous voulez avoir une copie signée par Monsieur Gueluc pour votre femme. Non, dites donc... Bah lui, s'il paye, hein. Gueluc, il dit oui, hein. S'il y a des sous, il dit oui, Gueluc. Il n'y a pas de souci, hein. Vous savez, Monsieur Gueluc, c'est une fois sur deux que ça arrive. Hein, Il revient bientôt, Philippe, on lui demandera. Et enfin, est-ce que vous pourriez avoir le numéro de téléphone de Christine O'Krent Non, est-ce que vous pouvez donner mon numéro de Christine O'Krent pour qu'elle le passe à son neveu, avec qui vous étiez très bon ami à la fac en Écosse et qui réside maintenant dans les environs de Chicago. Manuel, dites donc. Vous nous prenez pour qui, Manuel? Vous prenez les cas sociaux comme Rio, donc autant me prendre moi. Hein. Manuel, tu sais quoi, Manuel, je vais au Monop, je te prends une baguette. Les grosses têtes, c'est tous les jours de l'année sur RTL. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Marcela Yacoub, Paul Elkarat, Ariel Dombal, Sébastien Toen, Christophe Barbier et Johan Rioux. Là, j'ai une question pour Monsieur Barbier. En effet, j'aimerais savoir qui a offert un maquila à qui? Bruno Le Maire qui l'a fait au nouveau ministre de l'économie, Antoine Armand. C'est un... Je l'ai vu. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une arme traditionnelle basque, et donc ça permet d'aider de marcher, et symboliquement, en fait, c'est le passage, disons, pour un adolescent à l'âge adulte, et c'est également une arme, c'est-à-dire que quand tu dégoupilles le pommeau, eh bien, il y a une arme en acier qui vient, et c'est vraiment hyper symbolique, et il y a le nom, le prénom, et également la devise du propriétaire. Ça vous va, Barbier, comme Très bien, réponse? très bien. Antoine Armand, donc le nouveau Voilà, ministre. c'est ça. Petit-fils arrière-petit-fils de l'ancien directeur de la SNCF. Et surtout, non mais, Louis Armand était un grand résistant. Paul Elkarat, c'est contagieux, votre truc? Non, parce que moi, j'apprends pas par cœur comme lui avant. C'est vrai, bien sûr. On va dire que c'est une bonne réponse du duo Rioux-Barbier, voilà. Alors, Monsieur Barbier, pourquoi on parle de ça? C'est commun qu'un Premier ministre qui vient d'être nommé offre un cadeau. Pourquoi on en parle? Non, il y a assez peu de cadeaux dans les passations de pouvoir. Antoine Armand a été le collaborateur de Le Maire à Bercy il y a longtemps, donc c'est un peu le maître à l'élève. Donc voilà. Ça me permet d'enchaîner avec une question culturelle, avec une autre canne. Cette fois, ça n'est pas un maquila, mais c'est la canne de Balzac. Peut-être avez-vous lu ce week-end dans le Figaro un article d'Élodie Berthe à propos de cet accessoire bien connu de l'auteur de La Comédie humaine, et on a fait une expertise de cette canne de Balzac qui est exposée, il faut le dire. À la maison de Balzac. Oui, évidemment, oui. Et non, mais elle pourrait être ailleurs. Oui, c'est vrai, oui. C'est un des objets. avenue Honoré de Balzac. Et elle est en turquoise. Oui, piquée. ça n'est pas ma question, Ariel. D'accord. C'est dommage, C'est Ariel. sa réponse, c'est gentil. Ouais. C'est vraiment dommage. Mais effectivement, on a expertisé cette canne d'Honoré de Balzac, et Ariel a raison, on peut la voir exposée à la maison Balzac à Paris. Elle est faite de bois et d'or ciselé, pavée de turquoise, mais elle a une autre particularité, un mystère d'ailleurs, dont on n'a pas trouvé la résolution. Il y a une capsule dessus et on se demandait s'il y avait à l'intérieur une mèche de cheveux de sa maîtresse ou un portrait ou peut-être du poison. Du poison. Effectivement, une capsule à charnière cachée dans le pommeau de la canne. On peut ouvrir le dessus de la canne et y glisser quelque chose, mais quoi? Peut-être quelques grains de café. Ouais, voilà. Un verre dessus. Il paraît qu'on a retrouvé du cyanure, de la drogue. Il paraît qu'on a retrouvé une dent de lait d'Ariel Dombal. Une autre question pour Jean Lamy qui habite Irancy, et la question concerne un grand poète, un poète méconnu, un poète français. Je vais pas donner les dates pour pas aider trop Paul Elkarat. Célèbre pour un poème d'ailleurs qui a donné une chanson, et cette chanson a même été reprise tout récemment dans le film de Jacques Audiard, vous savez, ce film Emilia Pérez.
Quel célèbre... Ah, c'est pas la gaffe avec la Zoubida? Non. Quel célèbre poème doit-on à... Je vais donner le nom, évidemment, de ce poète, qui fut militaire aussi, officier, pendant la guerre 14-18, au 9e régiment d'artillerie. Et il s'appelait Antoine Paul. Quel célèbre poème doit-on à Antoine Paul? C'est une chanson qui date de... Ah, la chanson a été reprise dans les années 60. Par qui, on peut savoir? 72 pour être précis. C'est Petit Gonzalez? Alors si je vous dis par qui, non, parce que ce qui est triste, c'est que c'est justement l'interprète de cette chanson, celui qui a mis en musique le poème, qui a rendu célèbre ce poète. Et Antoine Paul, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis quand même le nom du poète, parce que c'est vrai que ça aurait été trop difficile de vous interroger sur quand même son nom. Ça, c'est quelque chose de trop difficile pour vous. Mais en revanche, le nom du poème, ça, je suis sûr que vous pouvez le retrouver. Les chanteurs, c'est Jacques Brel. Jacques Brel, non. Ce qui est triste d'ailleurs, c'est qu'ils devaient se rencontrer. Et... Ah, c'est Les Passantes. C'est Les Passantes, c'est Georges Brassens. Bonne réponse. Ah oui, c'est magnifique. Ils devaient se rencontrer parce que Brassens a mis des années à rechercher l'auteur de ce texte qu'il avait trouvé par hasard, parce que pour les droits, il devait avoir son autorisation. Il l'a rencontré, il l'a retrouvé, il n'a pas pu le rencontrer, il lui a donné les droits. Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime pendant quelques instants secrets, à celles qu'on voit apparaître quelques secondes à sa fenêtre et qui presque s'évanouit, etc., etc. Bravo, Monsieur Barbier. Effectivement, c'est Antoine Paul à qui on doit ce poème, mis en musique par Brassens. Magnifique poème, et donc signé Antoine Paul. Bonne réponse de Christophe Barbier. Ne bougez pas. Les grosses têtes reviennent tout de suite. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Marie habite Paris, 8e arrondissement. Bonjour Marie. Bonjour Laurent, bonjour à la merveilleuse équipe et à tout le public. Oui, évidemment Marie. Nous vous saluons. Elle habite dans le 8e, il y a du pognon, on n'a pas besoin de gagner. Là. Je sais pas. Où est-ce que Il y a des chambres de bonne dans le 8e. Et elle est bonne, la dame. À 48 ans, je serais surpris que vous soyez dans une chambre de bonne, Marie. Ah, tout peut arriver. Hein. Oui, on sait jamais. t'as divorcé, c'est Qu'est-ce ça que vous faites dans la vie, Marie? Alors, je suis soignante et je travaille auprès d'un public de femmes victimes de violences. Ah très bien. Ah, Donc, c'est la teuf. Vous écoutez les grosses têtes depuis longtemps, Marie? Ah, depuis toujours. Depuis toujours. Écoutez, c'est une bonne réponse. Je vous souhaite en tout cas, et comme vous êtes soignante, évidemment, ça nous fait plaisir de vous offrir des jolies vacances, surtout que ce ne sont pas n'importe quelles vacances. Là, c'est à Kaboul. Ah non. Ça va vous changer, madame. C'est vrai qu'on n'est pas si mal en France. Ah non, notre partenaire, c'est Salin Holidays. Ah, c'est super, je connais. C'est le spécialiste des circuits accompagnés à travers le monde. Salin Holidays, ça s'écrit S-A-L-A-U avec un tréma sur le U. C'est breton. N Holidays, mais ça se dit Salin. Et c'est vrai que vous allez partir à 2 pour un voyage exceptionnel de 8 jours en pension complète, en Italie, de la Toscane, et aussi Rome, des guides francophones expérimentés, le Colisée, la Fontaine de Trévi, la place Saint-Pierre, la Basilique. Ensuite, ce sera Florence, Sienne, Assise, Pise. Vous allez faire tout ça pendant une semaine. Vous visiterez le musée Piaggio, consacré à la mythique Vespa. Et tout au long de votre voyage, évidemment, la gastronomie italienne sera à l'honneur. Pension complète pendant 8 jours grâce à Salin. Alors allez vérifier tout ça sur salinholidays.com. Vous offre ce magnifique séjour. Quand je dis vous offre, à condition, Marie, vous savez de faire quoi? Eh bien, de gagner. Oui. Et pour gagner, de faire quoi? Eh bien, de trouver la vraie info. Eh ben voilà, la vraie info parmi les fake news. On commence tout de suite par Sébastien Toer. Suite aux révélations concernant l'abbé Pierre, les productions Dorcel annoncent la sortie du film Hiver 54 sous le titre « Fait chaud en 69 ». Moi, je pense que c'est possible. Ariel Dombal. Alors, le Premier ministre Michel Barnier, invité aux 20h de France 2 hier soir, quand on lui a présenté Laurent Delahousse, il a fait un scandale en demandant à être interviewé par Roger Giquel ou Léon Zitrone, comme tout le monde. Christophe Barbier.
Le prix du loser de l'année vient d'être décerné à Éric Ciotti, qui aurait pu être ministre de l'Intérieur s'il n'avait pas trahi les LR pour s'allier au Rassemblement national. À la fin de l'année, il fera la une de Mauvais Timing Magazine. Paul Elkarat. Journée du patrimoine et visite des monuments historiques. À Matignon, les visiteurs ont demandé à Michel Barnier depuis combien de temps il était là. Marcella Yacoub. En Dordogne, un homme ivre a perdu le contrôle de sa voiture et a fini sa course dans une rivière. Les gendarmes ont publié une photo de la voiture immergée sur leur page Facebook avec cette légende. Attention, l'alcool peut donner l'impression que l'on est un canard. Un canard, pas un connard, un canard. Johan Rioux, c'est à vous. Pourtant réduit à 10 dès la 5e minute, les Marseillais s'imposent face à l'Olympique Lyonnais. La mère d'Adrien Rabiot, qui vient de signer à Marseille mais qui ne jouait pas, vient de demander au club marseillais qu'il verse à son fils une prime de but qu'il aurait pu marquer. Alors, qui a dit la vérité, Marie, parmi toutes ces informations? Alors, on va procéder par élimination, hein, pour être original. Alors, je vais éliminer Sébastien Toen. Alors oui, effectivement, il n'y a pas de ressortie du film Hiver 54 sous le titre Fait chaud en 69 de prévu. Ou alors on n'a pas encore trouvé les bandes. Mais Alors, je vais éliminer aussi Ariel Dombal. Oui, c'était bien Laurent Delahousse qui a interviewé Michel Barnier hier, mais il n'a pas réclamé Léon Zitrone ou Roger Giquel, il a réclamé Claude Darget. C'est pour les plus anciens. alors là, c'est J'élimine Paul Elkarat. Alors, Paul, qu'est-ce qu'il vous a raconté? Paul, ah oui. Journée du patrimoine. Mais c'est vrai que M. Barnier a fait visiter Matignon et c'est vrai que le tout a besoin d'être rénové. En revanche, je n'y connais rien en foot, donc je veux bien que Johan Rioux répète sa news. Pourtant réduit à 10 dès la 5e minute, les Marseillais s'imposent face à l'Olympique Lyonnais. La mère d'Adrien Rabiot, qui vient de signer à Marseille mais qui ne jouait pas, vient de demander au club marseillais qu'il verse à son fils une prime de but qu'il aurait pu marquer. Ça paraît je l'élimine. Bah oui, ça paraît un peu. Ouais, la maman de Monsieur Adrien Rabiot est effectivement son agent, hein, c'est bien ça. Elle est un peu folle, mais elle est pas folle. Elle est extraordinaire et permet à son fils de faire une carrière fantastique. Ah oui, ah oui. Bah oui, parce qu'elle est anti-système. Et donc, au lieu de donner de l'argent à des agents qui s'en mettent plein les fouilles, eh bien, elle a dit non au Paris Saint-Germain. Elle prend de l'argent de la Juventus. Et Ah non, mais je elle se laisse l'adore. pas faire. Elle est extraordinaire parce qu'elle est pas possessive. Mais elle est c'est pas un cauchemar d'avoir sa mère comme agent. Déjà, tu as eu la. Eh ben, comment il fait Macron, comment il fait avec sa mère? Il s'en sort très bien. Il s'en sort très bien. Arrête. Là, c'est des clichés, ça. Bon alors, vous avez choisi qui au final, Marie? Moi, je choisis Marcella. J'avais vu cette info. Et les gendarmes avaient même dit que c'était notre champion du jour. Et effectivement, on a bien vu sur Facebook une voiture qui sort à peine de l'eau et ce sont les gendarmes qui ont effectivement mis sur Facebook cette légende. Attention, l'alcool peut donner l'impression qu'on est un canard. L'homme est sorti sauf quand même de cette voiture. Autrement, les gendarmes ne se seraient pas permis évidemment de plaisanter C'est pas ainsi. des ordures. Mais ça vous permet en tout cas à vous, cher Marie, de partir avec la personne de votre choix pendant une semaine, plus que ça, 8 jours en Italie en pension complète. Formidable. Grâce à Salin Holidays. 15h30, 18h, c'est les grosses têtes sur RTL. Ah, encore une question culturelle pour vous, peut-être Monsieur Barbier, pour vous peut-être Monsieur Paul Elkarat. Et nous non plus. Mais Ariel aussi, Marcella. Pour vous, Marcella. Le et- maroilles, ouais. Non, même Ariel, je l'inclus. vous Et voyez. nous, alors? Bah, Rioux, c'est de l'apprentissage par cœur. Non. Arrêtez de poser des questions sur des gens qui ont fait de la poterie au 17e. Rioux, il est là depuis 1h du matin pour réviser, vous voyez. Et là, heureusement, cette question culturelle n'a aucun rapport avec l'actualité. Ça va donc être difficile. C'est pour Philippe Jugue, qui habite Kinsheim, dans le Bas-Rhin. Je vais vous demander le nom du pays qui a 3 capitales, une sur l'estime, une sur la reconnaissance et l'autre sur l'inclination. C'est pas un pays réel? Ce n'est pas un pays réel. Oui. Ah, C'est un pays fictif. Donc dans une œuvre de fiction. Alors attendez, parce que j'entends un téléphone qui sonne. La personne à qui ce téléphone appartient est virée. Non, mais attends, c'est BHL. c'est Paul Elkarat. Je la savais de mauvaise foi, mais à ce point-là. Ce qui est fou que t'aurais pu citer n'importe qui, mais moi j'emmène pas mon téléphone. C'était qui, Ariel? C'était BHL. C'est en effet
Bernard Henry. Oui. Moi, comment il le Non, dit mais j'ai vu en le plus- SMS. En plus, logiquement, il doit savoir que t'es en pleine émission, il t'appelle quand même. J'ai vu le SMS, il y a marqué bouge-toi, le mec de Deliveroo. Est-ce que c'est des gens comme les autres? Ce sont des gens comme les autres, voilà. Alors, j'en reviens à mon pays imaginaire, Oui. effectivement, dont je vous donne les 3 villes capitales. Oui. Alors, il y a effectivement une ville qui est sur estime, l'autre sur reconnaissance et la troisième sur inclination. Et d'ailleurs, les 3 capitales portent le nom du pays. C'est à la fois le nom du pays, sauf que les villes, elles, reprennent le nom du pays. L'une sur reconnaissance, l'autre sur estime, et la troisième sur inclination. Eh ben, c'est Alors, est-ce que c'est dans Star Wars? C'est Célesteville dans Babar. C'est un roman du 20e. Alors non, on est au XVIIe siècle. Ah, 17e. C'est la carte du tendre. Pardon. C'est la carte de La carte du tendre. tendre. Le pays, c'est tendre. Bonne Tendre. réponse de Christophe Barbier. Ah oui. Mademoiselle de Scudéry. Eh oui, c'est signé Madeleine de Scudéry. Et attention, la petite erreur que vous Carte aviez de commise. tendre. Alors, c'est pas carte- blesse mon cœur d'une langueur monotone et carte de tendre. Et voilà, c'est pas Ah. du tendre, mais c'est de tendre. Et il est content. Et c'est vrai qu'avec l'usage. Bah oui, Paul, je suis content. Ah, mais oui. J'ai une seule chance de répondre à des bonnes questions, c'est que tu t'endormes. Ah, ça m'est venu après. Et c'est vrai que la carte de tendre, avec les années, parfois on dit carte du tendre, mais c'est de tendre. Et tendre, c'est le nom d'un pays imaginaire appelé Tendre, inventé au XVIIe siècle par Madeleine de Scudéry. Et c'est un pays qui a 3 capitales, 3 villes. Tendre à un fleuve en inclination qui rejoint à son embouchure 2 rivières, Estime et Reconnaissance. Et les 3 villes de Tendre, Tendre sur inclination, Tendre sur Estime et Tendre sur Reconnaissance, sont situées sur ces 3 cours d'eau différents de ce pays fictif qui évidemment signifie l'amour. C'est bien ça. L'amour, le désir, puis surtout l'art de faire sa cour aux dames. Hein. La carte de tendre, c'est le premier mouvement MeToo, si j'ose dire. C'est pour inciter les hommes au milieu du XVIIe à arrêter d'être des brutes en armure et qui prennent les femmes sauvagement, Être précieuses. mais à les séduire par l'estime, la reconnaissance, l'inclination. Et si vous avez et si vous avez dit si vous avez dit du, c'est une fois encore à cause des chansons, comme Traîné qui a modifié le poème de Verlaine. Mais là, c'est à nouveau Brassens qui a modifié carte de tendre en carte du tendre dans une chanson qui s'appelle Les Ricochets. On redessina du pont Diana au pont Alexandre jusqu'à Saint-Michel, mais à notre échelle, la carte du tendre, la carte du tendre. Or, au départ, c'est bien la carte de tendre. C'est quand même une très belle réponse. Bravo, Ah oui. Christophe. Une question pour Mme Bach, maintenant, qui habite Ponto-Combo, en Seine-et-Marne. Connaissez-vous le pourpier? De quoi s'agit-il? Pour quelle raison parle-t-on du pourpier aujourd'hui? C'est dans un la animal? presse? Non. Non. Non, non. C'est lié à la politique? Ah, non, c'est pas de la politique. Est-ce que c'est un mot du XVIIIe siècle? Le pourpier? Ah non, pas Ah, du c'est une tout. prothèse? Ah, Le non, pourpier? C'est non. végétal? C'est végétal. C'est la Posidonie au fond de la mer? Ah non, 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 non. En fait, ma question, je vais être plus direct. À quelle famille appartient le Les pourpier? algues. Marcella, Les c'est qu'elle a algues. fait La le pou- faune? Non. Les algues. Non. Est-ce que c'est dans la lié à mer? l'automne? Est-ce que c'est dans la mer? C'est pas lié à l'automne, non. Est-ce Non, que non. c'est dans la mer? Dans la mer, non. Putain, Non, mais non. oh. Est-ce qu'on peut... Non, donc on n'en Les mange pas. On n'en mange pas. Pardon? On n'en mange pas. Oui. Ah, on en mange. C'est comme C'est un fruit. Ce n'est pas un C'est fruit. une C'est donc épice. c'est Des une légumes? recette- Ah, les noix, les noix. les Non, noix. les noix, C'est non. dans une C'est une recette d'un feuille. grand chef. Non, c'est pas dans une recette. Les amandes. C'est une graine. Non, ça fait partie de la famille Des épices? Non, non. Est-ce que non. c'est un légume? Des curcubacées. Dedans. Et d'assez. Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est surréaliste ici aujourd'hui. hein. C'est le plat préféré de l'abbé Pierre. Donc les pourpiers, c'est les haricots, quoi. Alors, non, c'est pas des haricots. C'est sucré. Des tomates. C'est pas sucré. C'est des Ça se légumes. prend en entrée, Oui, plutôt mais ça se c'est mange en entrée. quelle famille? Carottes. Les non. petits pois. Les épinards. Non plus. Les tubercules? Non. C'est la cuisine française ou la cuisine asiatique? Ah non, c'est français le pourpier. Hein. Et alors, non, Est-ce que c'est une famille C'est de la botanique? salade. c'est de la salade. Bonne réponse de Christophe Barbier. Mais pourquoi on en parle aujourd'hui? Alors, je vais vous dire pourquoi on en parle aujourd'hui. Effectivement, le pourpier, c'est comme la chicorée, c'est comme la mâche, le cresson, la roquette, le pissenlit. La batavia. La batavia, La si vous romaine. préférez. La romaine, ça, c'est des laitues. La frisée. La frisée, si vous voulez. Ah. Ne l'écoutez pas, il est mesclin. Oh, bravo. Alors là, Alors, rien que pour
ça, ils auraient dû vous garder, BFM. Alors, donc, dites, ça y est, on a fait le tour des salades. Oui. Bon. Oui, parce qu'ils vont arrêter de les commercialiser. En sachet, c'est ça qui est surprenant. Mais non. Aujourd'hui, on nous dit dans la presse que, et c'est plutôt bon signe, je trouve que les Français deviennent finalement judicieux dans leur choix quand ils vont faire leurs courses, car en effet, les ventes de salades en sachet chutent. Les gens ont compris que ça coûtait 2 fois plus cher la salade en sachet que de l'acheter en vrac dans les rayons. Oui, mais il ne faut pas la laver chez soi. Oui, mais vous la lavez chez vous, la salade. On n'a pas que ça. C'est pas facile de laver une salade, c'est très compliqué. Ah ouais. Il faut prendre le temps. Et effectivement, dans une étude de 60 millions de consommateurs, eh bien, on révèle que les sachets, ça n'était pas bon pour la santé. Parce que, croyez pas ça, on dit, il faut laver la salade quand on l'achète en vrac parce que ça va pas être, très très sain d'acheter de la salade mal nettoyée. Mais en fait, dans la salade en sachet, c'était pas mieux. Il y avait des résidus de pesticides la plupart du temps. C'est comme les bouteilles d'eau. Donc, franchement, Il faut acheter bio. Oui, acheter de la vraie salade plutôt que de la salade emballée. Et pourquoi pas, effectivement, du pourpier, de la roquette, du pissenlit, de la mâche, de la chicorée, je vous en passe. La frisée. La frisée, si vous voulez. C'est la grande famille des salades. Laurent Ruquier, Les grosses têtes sur RTL. Allez, c'est le retour des grosses têtes. Sébastien Toen, Marcella Yacoub, Ariel Dombal, Paul Elkarat, Christophe Barbier et Yoann Rioux. Une question culturelle, une date. On va voir si Paul Elkarat est en forme. Une date, le fruit Non, une date historique, le 19 mai 1643. Bataille de Rocroi. Oh là, très bien. Bataille de Rocroi, c'est gagné. Et elle opposait qui à qui, la bataille de Rocroi? Bravo. Les troupes du Grand Condé, Louis II de Bourbon face aux troupes du roi de France, face aux troupes du roi de France. Il était le plus drôle aux Paralympiques. Avec les troupes du roi de France. C'était quelle guerre? Quelle guerre? La guerre de 30 ans. La guerre de 30 ans. Parfait, il sait tout. Tout ça est très bien. Et c'est une victoire. Victoire, bien sûr. Victoire française contre les Espagnols. Ce que je comprends pas bien, là, vous allez m'expliquer, vous qui connaissez mieux l'histoire que moi. Qu'est-ce qu'ils foutaient dans les Ardennes, les Espagnols? C'est là où ils sont montés le plus haut, les Espagnols. Ils sont allés dans les Ardennes, ouais. Ah oui, au 9e siècle. Qu'est-ce que vous dites, vous? C'était l'Empire espagnol. Alors, cher Ariel, si au 9e siècle, vous situez 1643, il y a un souci, vous voyez? Non, mais vous dites la guerre de 30 ans. Mais moi, je me suis toujours demandé où vous situez la guerre de 100 ans. 100 ans, mais 100 ans, c'est avant. Mais c'est où? 1337, 1453. C'est plus de 100 ans. Alors que la guerre de 30 ans, c'est 1618, 1648. D'accord. Redis. 1618, 1648. La guerre de 30 ans, ça fait 30 ans. Voilà. Alors que la guerre de 100 ans, elle fait 116 ans. C'est génial, d'habitude, c'est quand même... Ce dialogue entre Ariel Dombal et Paul Elkarat, d'habitude, c'est le gamin qui demande des trucs au papa ou à la maman. Et là, c'est l'inverse, quand même. Une question zoologique maintenant pour David Le Guern qui habite Servian dans l'Hérault. C'est un petit animal dont on va beaucoup parler. Le Rio ? Non. Un animal dont on va beaucoup parler cette semaine et qui est d'ailleurs curieusement le mâle, évidemment, a 2 paires de testicules qui lui permettent de féconder 18 femelles à la suite. C'est le DSK. Est-ce qu'il s'agit d'un insecte? Là, il s'agit de 2 paires de testicules. Et oui, c'est un insecte. C'est le pou. Le hulot. De l'école. Pardon. C'est le pou, parce qu'on va à l'école, c'est la rentrée, il y a des poux. C'est le pou. Bonne réponse. Mais Laurent, Christophe Barbier. Laurent, je comprends pas les 2 paires de testicules, quoi. C'est une paire au-dessus de l'autre ou c'est une paire de... Ça, faites ce que vous voulez cette nuit, mais c'est mercredi prochain, la journée internationale de lutte contre les poux. Ils sont partout. Organisée dans les... Ils ont combien de pattes? Écoutez, alors ça, je peux vous le dire. Combien il y a de pattes à un Oui, pou? parce que on est 1, 2, 3, 4, 5, 6 pattes. On est un insecte quand on a 6 pattes. Comme les Et sauterelles. le pire, c'est pas les poux, c'est les lentes. Parce qu'il faut tuer les lentes, en fait. Sinon, les poux, ils reviennent. Mais je comprends pas pourquoi en 2024 il y a encore ce problème des poux, qu'on n'a pas trouvé un système. Parce que quand j'étais en CP, en CE1, il y avait déjà des poux. Le système, ça serait que ta coiffure serve à tous les élèves de classe. Voilà. Plus de problème de si poux, tous les écoliers étaient coiffés comme toi, il n'y aurait plus de poux. Non, mais tu n'as pas des poux dans la barbe? Non, ouais, elle est très propre. Non, mais écoutez, tout ça ne mène nulle part. Bravo, Ariel.
Moi, je propose une chanson d'Ariel. Oh oui, Vraiment. il y a longtemps que vous nous avez pas fait votre chanson, Pour qu'il y ait un Ariel. climat de paix. La musique adoucit les morts, allez-y. Un cantique. Que Paris soit Non, pas celle-là, pas celle-là, pas celle-là. avec tous Je préfère ces la guerre. athlètes, Tour Eiffel comme un trésor. Ah non, l'autre, il d'une danse pendant ce temps-là. pluie de médailles d'or. Oh, il est mignon. Alors, écoutez, Ryu est complètement pour qu'on en arrive à ce qu'Ariel dise devant Johan Rioux, qui se fout à genoux devant elle, il est mignon. Oh. Mais oui, c'était mignon ce geste. Ouais. C'était très Ah, c'est pas pareil, c'était mignon. C'était un geste chevaleresque. C'est vrai. Ouais, c'est joli. Et un ça, petit j'ai- bigorneau comme oui. ça. Moi, je suis encore vieux jeu, je suis désuet. Non, mais c'est vrai. Mais c'est gracieux. C'est un d'être joli désuet. compliment que vous lui faites à Ariel. Mais non. Non, mais on était aux insectes, on était aux poux, nombreuses les pattes des poux, il y en a Mais là, 6. ça fait 3 ou 4 heures qu'on Les- a parlé de ça. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Le livre du jour sur RTL. Le livre du jour est signé Catherine Sauva chez Flammarion. Ça s'appelle « Ils sont elles », les histoires extraordinaires d'écrivaines qui ont choisi des noms d'hommes. C'est passionnant, j'ai lu ça. George Sand. Par exemple, Ah. bravo, bravo. 100 € pour toi. Eh ben, mais je vais vous donner un autre exemple et après on parlera avec Catherine Sauva justement de ces femmes qui ont pris des noms d'hommes, souvent pour leur premier Mylène livre. Farmer. Non. Et parmi d'ailleurs cette liste abordée sous forme de différents chapitres dans ce livre signé Catherine Sauva, on trouve Currer, Ellis et Acton Bell. Mais qui sont Currer, Ellis et Acton Bell? C'est les sœurs Brontë. Les sœurs Brontë. Les sœurs Brontë, évidemment. Bonne réponse de Paul Elkarat. Et Christophe Barbier. Moi, j'ignorais que Charlotte Brontë, Émilie Brontë et Anne Brontë avaient pris des noms d'emprunt masculins quand elles ont commencé à écrire. Bonjour Catherine Sauva. Bonjour. Où elles ont trouvé d'ailleurs ce nom de Belle, vous l'expliquez, mais je me fais candide pour vous poser la question. C'est curieux parce que ce sont vraiment des prénoms qui ne sont pas très usités en Angleterre, mais c'était pour aller avec leurs initiales. Donc Charlotte devient Currer, Émilie devient Ellis et Anne devient Acton. Elles gardent l'initiale des prénoms et quant à Belle, à la place de Brontë, Belle, c'est sans doute parce qu'elles habitaient, leur père était pasteur, et elles habitaient dans le presbytère, et voilà, les cloches sonnaient tous les jours, et je pense qu'elles n'ont pas été cherchées plus loin que ça. la moins connue, on va dire littérairement parlant, c'est Anne Brontë. Oui, mais alors curieuse, c'est dommage parce qu'elle a écrit un livre merveilleux qui s'appelle La Recluse de Whitfield Hall et où elle raconte vraiment une histoire très très moderne de violence dans le couple, enfin de violence conjugale. Donc c'est un très très beau livre. Mais elle est moins connue forcément que celle qu'a écrit Jeanne ou Les Hauts du Hurlement. Enfin. Alors évidemment, on trouve dans votre livre des femmes comme George Sand citée, et c'est la plus connue peut-être. George Eliot. George Eliot, bravo Oui, aussi. C'est bien mon petit Paul Elkarat. Mais il y en a des moins connus. Et c'est vers celle-là, évidemment, que je me suis tourné. Ça m'a intéressé de connaître, par exemple, Rachilde. Je n'avais jamais entendu parler de cette femme. Tragédienne. Surnommée Mademoiselle Baudelaire. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Ou la reine des décadences, ça vous situe un peu le personnage. Alors Achille, ça pourrait paraître être un surnom féminin, mais elle-même a expliqué que c'était qu'elle l'avait trouvé en pleine séance de spiritisme et ça venait d'un gentilhomme suédois. Et Renée d'Anjou, alors ça aussi c'est intéressant parce que c'est celle qui invente la première super-héroïne mondiale bien avant les Marvel qu'on connaît aux États-Unis. Oui, tout à fait. Ça date de 1909. Elle a eu l'idée de créer ce personnage qu'elle a appelé Loisel, qui vole, qui a des ailes, et qui va au secours de tout un tas de péripéties en péripéties, va sauver les justes, voilà. À cette époque-là, c'est vrai que c'est en littérature assez original. Elle déploie les ailes accrochées à ses bras et s'envole. Une petite hélice actionne l'armature de sa combinaison noire, qu'elle appelle son Lady Bird, un costume moulant muni de parapluie en faisceau, grâce auquel elle peut nager dans l'air comme les oiseaux, en plané ou en piqué. Cette oiselle au corps fuselé s'appelle Vega et elle est dotée de pouvoirs extraordinaires. Elle ne ressent pas la peur, possède des tubes de vie pour renforcer son endurance et une cape d'invisibilité. Et en plus, elle sait lire dans les pensées. Vous dites en quelle année ça ?
1909. C'est incroyable, Vous voyez, quand c'est même. vraiment bien avant tout ce qu'on connaît des Marvel. Ah oui, c'est fou. Alors, il y a aussi Alice Fleury, alias Henri Gréville. Oui, alors Henri Gréville, ça a été un auteur une autrice très connue, très respectée au tournant du siècle. Proust la cite d'ailleurs. Hein. Et elle c'est l'exemple type, c'est-à-dire que quand elle essaye de publier sous son nom de femme, les manuscrits ne sont pas pris, sont refusés. Et du moment où elle choisit ce nom d'homme, alors ça marche formidablement, et elle publie... Dans la préface, vous citez celles, effectivement, qui ne sont pas chapitrées dans le livre, mais qui existent aussi. Elsa Triolet, qui s'est fait appeler Laurent Daniel, mais aussi Harper Lee, dites-vous. Oui, Harper Lee, bien sûr. Elle est connue pour cette histoire, les oiseaux se cachent pour mourir, et c'est un seul livre qu'elle a écrit dans sa vie. Non, c'est Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Hein. Ne tirez pas sur le... Parce que c'est Colin Mac... Mais bien sûr. Vous laissez pas faire par le mineur, hein. Paul Elkarat est là pour corriger quand on se trompe. Ne vous inquiétez pas. Mais alors, il y a aussi celles qui sont plus malines. Elles ne prennent pas un nom d'homme, mais elles mettent juste leurs initiales. Et là, au moins, comme ça, c'est ambigu. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Oui, elle joue ce rôle-là. Alors, il y a par exemple celle qui a écrit Mary Poppins. Elle se fait appeler P.L. Travers. Que tout le monde a oublié, c'est ce que vous dites, elle a fini par disparaître derrière Mary Poppins, parce que Mary Poppins est devenue évidemment quelque chose que tout le monde connaît, grâce à Disney entre autres, mais ou plutôt l'autrice de Mary Poppins, elle, on ne la connaît pas, P.L. Travers. Le chapitre qui lui est consacré nous rappelle même qu'elle a tellement été effacée qu'elle n'a même pas été invitée à la première de Mary Poppins. Ah ouais oui, de Walt Disney, avec lequel elle s'est pas du tout entendue, parce qu'elle trouvait qu'il avait déformé son œuvre. Vous savez que c'est Mary Poppers qui s'est pas entendue avec Dorsal non plus. Vous connaissez l'actrice porno Mary Poppers? N'écoutez pas Toen. Super actrice. Non mais elle est bonne. Une chute de rein incroyable. Mais c'est pas possible. Rappelons quand même le vrai nom de George Sand, puisqu'on l'a abordé, c'est Aurore Dupin, évidemment. Dupin, oui. Quand même, parfois, les vrais noms reviennent au bout d'un moment, mais c'est pas le cas de la plupart, effectivement, des exemples que vous nous donnez. Ah, il y a aussi l'autrice de Frankenstein. Ça, elle aussi, elle disparaît derrière son œuvre. Oui, tout à fait, parce qu'elle était mariée donc au poète Percy Shelley, et son beau-père lui a interdit de garder le nom parce qu'il trouvait que ce qu'elle faisait était tout à fait infamant et pouvait faire tache sur la famille. Donc vous voyez. Et d'ailleurs, dans ces cas-là, et c'est pas seulement vrai pour elle, mais c'est vrai pour différentes autrices que vous nous présentez dans ce livre, les livres qu'elles écrivent ensuite, au lieu de mettre leur nom, elles mettent par l'auteur de Frankenstein ou par l'auteur de... Oui, c'est le subterfuge auquel elle recourt, parce que voilà, c'est la seule manière de sortir un petit peu du lot, puisqu'elles n'ont pas droit à leur propre nom. Et il y a eu une Duras avant Marguerite Duras. Ça aussi, je l'ignorais. Oui, Romain Duras. Non. Ça, c'est Duris. C'est qui Claire de Duras, alors? Alors, Claire de Duras, c'est donc une aristocrate qui écrit trois grandes nouvelles qui sont complètement étonnantes et modernes pour l'époque, hein, parce elle meurt en 1828, vous voyez. Donc, elle n'a pas signé tout à fait la première fois, et après, ces nouvelles sont restées dans le placard. Je dis pas tout à fait, parce qu'elle a fini par, à un moment donné, le succès était tel qu'elle a fini par apparaître. Mais on va dire qu'à l'époque, ça se faisait pas pour les dames. Donc, est-ce que ça vous gêne pas, autrice? Moi, je peux faire auteur. Qu'est-ce que vous préférez, vous, Catherine Sauva? Moi, je m'y suis faite parce que je fais partie aussi de cette génération où ça me tirait un peu l'oreille. Maintenant, ça me va. Je trouve que ça va. C'est comme autrice, actrice, c'est pareil. Est-ce que vous êtes à la hauteur aussi? Ah ben j'essaie. Bah oui, on le sait. Si vous ne seriez pas là, sinon... Elle est à la hauteur parce que le livre est passionnant. Ça s'appelle « Ils sont elles », l'histoire extraordinaire d'écrivaines qui ont choisi des noms d'hommes. C'est chez Flammarion, c'est signé Catherine Sauva et c'était le livre du jour. Vous écoutez les grosses têtes sur RTL. RTL. Mais qui sont les grosses têtes? C'est vous, Gilles. Bonjour, qu'allez tenter de deviner qui sont les grosses têtes. Bonjour, juste avant 17h. Des noms qui font l'actualité. On vient de leur remettre leur nom. On ne cède pas. Je vous vois là tous les deux, là. Je n'ai rien dit. Oh, les tricheurs. C'est moi la tricheuse, c'est pas sa faute. Elle m'a tenté. En plus, je pouvais l'aider, je savais. Mais je ne le ferai pas. Chacun garde son nom et n'aide pas l'autre grosse tête. N'est-ce pas, Gilles? Vous voulez gagner avec fierté, sans triche. Exactement. Vous êtes à Strasbourg. Quel âge avez-vous? J'ai 35 ans. Vous avez bien révisé les journaux, l'actualité pour
aider mes camarades grosses têtes à vous faire deviner qui est qui. Moi, j'ai bien révisé, j'espère que vos chroniqueurs aussi. Oui, c'est ça le problème, vous avez raison. Un week-end offert par weekendesk.fr, spécialiste des courts séjours sur Internet. Vous pourrez profiter, vous, de l'hôtel Agapa à Perros-Guirec. J'espère que vous aimez la Bretagne. Ça va vous faire traverser la France, au moins, et vous serez en bord de mer. Ça vous changera de Strasbourg. Et l'hôtel vient d'être entièrement rénové, l'hôtel Agapa, avec spa, piscine, jacuzzi, Haman, des soins de la marque Codage Paris. Et vous dînerez en plus au restaurant gastronomique Le Beluga, avec vue panoramique sur la baie des 7 îles. Voilà pour le programme. Ça se mange du beluga? C'est du caviar. Ah oui, d'accord. Rendez-vous sur weekendesk.fr pour en savoir plus. Gilles, par qui commencez-vous? Paul Elkarat. Paul Elkarat, qui êtes-vous? Je suis un pilote automobile, j'ai le même âge que celui qui vous parle actuellement. Je suis un des talents prometteurs, je suis britannique et je porte le même nom qu'un acteur qui a joué avec Bruce Lee. Lewis Hamilton? Non, qui a joué avec Bruce Lee, qui est toujours vivant, qui a été politicien aussi. Qui n'est pas assez révisé l'actualité parce qu'il vous l'explique plutôt bien, Gilles. Il a le même... C'est un pilote automobile britannique, très jeune. Lando Norris. Voilà. Il a gagné ce week-end, effectivement. Bravo. À Singapour, c'est lui qui a gagné le Grand Prix de F1 du week-end, Lando Norris, et qui remonte petit à petit sur le néerlandais Verstappen. La question que se posent les journaux sportifs aujourd'hui, c'est est-ce que Lando Norris, le Britannique, rattrapera Verstappen en tête du classement? Ça vous fait une grosse tête d'identifier. Vous passez à qui? Johan Rioux. Qui êtes-vous? Alors, je mérite tellement ma nouvelle fonction, je le mérite tellement. Je suis le nouveau ministre des Sports de la Jeunesse, je suis le maire de Châteauroux et grâce à moi, eh bien, les Jeux Olympiques sont venus dans ma ville, à Châteauroux. Je suis vraiment un homme important, je remplace Madame Oudéa Castéra et je vais vraiment avoir un rôle très très important dans ce ministère des Sports. Je suis la nouvelle vague, j'ai vraiment beaucoup de dynamisme, je suis absolument énorme. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Le maire de Châteauroux. Oui, c'est ça. Comment vous avez dit? Gilles Aveyroux. Oui, Gilles Aveyroux, effectivement, c'est le nouveau ministre des Sports. Bravo! Il ne vous faut que 4 grosses têtes sur 6 et vous avez déjà fait la moitié du parcours. Vous avez identifié 2 grosses têtes. Alors, on passe à... Sébastien Toen. Qui êtes-vous? Ah, mais je suis un mec extra parce que en fait j'ai le physique de Johan Rioux et le sourire de Max Boublil. Donc autant vous dire que dans la vie, moi je suis un winner, mais je suis de Nice et c'est rare pour un Niçois, j'étais un peu d'extrême droite. Très rare, hein. Et puis je galérais Pardon? C'est trop dit. Ah, attendez, j'ai pas fini. Mais je galérais un petit peu dans mon parti de droite là, donc je me suis dit tiens, il y a le RN, ça sent bon pour 2027. Qui ça? Éric Ciotti. Je suis Éric Ciotti. Bravo. 3 sur 3 pour l'instant. Hein. Ensuite, Marcela Yacoub, qui êtes-vous? J'aimerais bien le savoir. Même nous on se demande, hein. Même nous on se demande depuis 3 ans. Mauvaise pioche. Elle a dit Moi je sais pas. On m'a pas laissé tricher, alors je suis un homme. Ah bah je le savais, j'en étais sûr. Ça, je l'ai dit, en te voyant la première fois, et c'est tout à ton honneur. Parce que l'opération s'est très bien passée. Ça, rien du tout, on voit rien du tout. Alors je suis un homme qui a un nom de famille un peu ridicule, qui fait penser à quelqu'un qui est un peu... Enfin, les noms de famille. je crois que peut-être vous pouvez passer à une autre grosse tête et revenir sur Marcella en cas de désespoir, Gilles. Surtout qu'elle joue pas. Je vais demander à Christophe Barbier, qui êtes-vous? J'ai commencé ma carrière politique dans le département de la Vienne comme assistant de Louis Mermaz. Je suis devenu député PS, puis président de la commission des finances. J'ai été nommé premier président de la Cour des comptes avant d'être le président de la Haute Autorité de Transparence de la Vie Publique. Et je viens d'être nommé numéro 2 du gouvernement comme ministre de la Justice, gouvernement dans lequel je suis le seul homme de gauche. Didier Migaud. Alors là, écoutez, franchement, ça c'est une démonstration, hein. Monsieur Barbier, chapeau, sans aucune note. Hein. Alors là, vraiment, là, on sent le mec. Tu mériterais ta place sur C8. Et j'ai pas dit tout ce que je sais sur Didier Migaud. Et comme il est ministre de la Justice, on va attendre quelques semaines ou quelques années. Mais c'était bien Didier Migaud. Alors je fais les comptes. Oui, c'est un partouzeur. Ça vous en fait quand même 4, hein, c'est ça déjà? Hein. Oui, 4. 1, 2, 3, 4 grosses têtes. Vous avez gagné, Gilles. Bravo, bravo.
Juste pour le fun, on peut demander à Ariel si elle savait quelle était Ariel. Alors Ariel, qui êtes-vous? Alors, écoutez, je fais partie du Saint-Empire germanique, c'est-à-dire plutôt de l'Allemagne. Romain germanique. Je suis un homme politique. On parle beaucoup de moi dans les journaux en ce moment à cause de certaines mesures que j'ai prises pour la question migratoire. J'ai été aimé par François Mitterrand. Ah bon? C'est René Bousquet? Ça, je suis pas sûr, Ariel. Voilà. Tu sais qui c'est en fait? C'est René Bousquet? C'est qui? Non. Oh merde. Mitterrand, ça fait 20 ans qu'il est plus là, Ariel. C'est plus que ça, même. Non, Frédéric Mitterrand, à la rigueur. 28 Oui, Frédéric. Mais voilà. tu peux dire que c'est le chancelier. Bah, vous avez eu du bol, hein, finalement. Chancelier. J'ai le même prénom que le bonhomme de neige dans La Reine des Neiges. Chancelier. Voilà. Bon, c'était Olaf Scholz, Oh. qui n'a pas du tout connu François Mitterrand. Mais c'est pas grave. Romain germanique. Et quant à notre amie Marcella Yacoub, elle était rugbyman, voyez-vous. Et c'était Baptiste Couillou. Ah oui. Mais ils ont tous un problème, les rugbyman, en fait. Hein. Quand c'est pas leur nom, c'est leur corps. Mais c'est le plus grand marqueur d'essai, même si Lyon a perdu ce week-end contre Vannes. C'est le meilleur marqueur d'essai du championnat la saison dernière. Le demi de mêlée lyonnais. Il est bon, un Couillou. Oui, mais surtout, je veux parler de Vannes parce ils ont perdu contre Vannes et Vannes, c'est la première victoire de son histoire en première division de championnat de France. Donc c'est merveilleux. C'est une date historique. Donc, pour Couillou n'a pas assez marqué d'essais pendant le match contre Vannes. En revanche, Lucu en a marqué beaucoup pour Bordeaux. C'est vrai. Oui, il y a un joueur qui s'appelle Lucu. Oui. Ah, mais Mitterrand, il aimait Helmut Scholl. Helmut Kohl. Kohl. Aïe. Scholl se les semelle. Mais c'est pas possible, Ariel, tu le fais exprès. Le mieux, c'est de se retrouver après les infos de 17h, mais c'est gagné, Gilles. Les grosses têtes, toujours à vos côtés sur RTL. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Paul Elkarat, Marcella Yacoub, Johan Rioux, Ariel Dombal, Christophe Barbier et Sébastien Toen. La question maintenant. J'aimerais bien un éphéméride, moi. Oui, c'est maintenant. Ah, c'est vrai? Ah, ouais. cool. On peut rien vous cacher. Souvent après les infos de 17h. Oui, j'ai remarqué ça. Là, il s'agit de quelqu'un qui est décédé très jeune. Un 23 septembre, mort à 33 ans. Avouez que c'est jeune, 33 ans. Oui. Mais ça ne l'a... Jésus? Non, mais ça... Vincenzo Bellini. Vincenzo Bellini. 1835. Et quelle est l'œuvre la plus célèbre? Le cocktail. La Norma de Bellini. Mais ça n'a pas empêché les Italiens d'inventer aussi le Rossini avec de l'alcool, avec du jus de fraise, alors que Rossini est aussi un compositeur. Et Diego Mozzarella, c'est un joueur de foot à la base. Alors que Luigi Panacotta était un joueur de tennis. C'est fou, hein? Pour Michel Duroux, qui habite Villers-sous-Godin dans l'Oise, il s'agit maintenant de retrouver le nom de la maman du trio, qui elle aussi, la maman du trio, est née un 23 septembre. Ah, Suzanne Valadon. Suzanne Valadon. Suzanne Valadon, bonne réponse collective. Elle-même peintre. Attendez. C'est la mère de l'affaire Louis Trio. Non, du Trio. C'est l'affaire du groupe Trio. L'affaire de Maurice Utrio. Maurice Utrio, peintre comme sa mère. Ah, Utrilio. Et j'ai connu un autre Trio. Il était peintre Moi aussi, j'avais cru du trio. dans le Val-de-Marne. Il travaillait avec Stéphane Libero. Alors, c'est l'anniversaire d'Éric Antoine aujourd'hui. Ah, qu'est-ce qu'il est drôle. De Bruno Solo. Qu'est-ce qu'il est drôle. Cyril Hanouna. Qu'est-ce qu'il est drôle. On leur souhaite un bon anniversaire à tous les trois. Mais c'est aussi les 100 ans. Il aurait eu 100 ans aujourd'hui. Jean Pia. Ouais. D'un acteur qu'on aimait bien, Jean Pia, mais ça, c'était pas ma question. C'est que parfois, je prends les questions à l'envers, monsieur. J'aime bien quand vous êtes comme ça, ça m'excite. Oui. Oui, parce que Jean Pia a été Lagardère, évidemment, à la télévision. Il a été 400 fois pendant 8 ans Cyrano de Bergerac, un Cyrano d'anthologie. Il était évidemment sociétaire de la Comédie Française. Jean Pia, compagnon de Françoise Dorin pendant des années. Il a été aussi la voix de Peter O'Toole dans Laurence d'Arabie. Il faut dire qu'il avait une voix incroyable, Jean Pia. Il n'y a pas longtemps qu'il est mort, Jean Pia. 2018. Mais il aurait 100 ans aujourd'hui puisqu'il était né le 23 septembre 1924. Alors vous allez me dire,
Quelle est la question, évidemment. Mais la question, c'est que Jean Piat a été Salieri dans la pièce Amadeus, aux côtés de Laurent Deutsch. Deutsch jouait Mozart et lui jouait Salieri. Mais il a aussi prêté sa voix à des personnages au cinéma. 2 personnages importants dans des dessins animés. Scar dans Le Roi Lion. Scar dans Le Roi Lion, bravo. Et l'autre alors Elie Moon dans Du Cobu. C'est récent? C'est un film, c'est un dessin animé récent ou plus Alors, ancien? Le Roi Lion, c'est en 94. Et là, c'est dans Le Livre de la Jungle? Un dessin animé en 96. c'est Balou, Aladdin? Non. C'est le bonhomme vert. Non. Gargamel? Non. 96. 96, un dessin animé adapté d'un célèbre roman, devenu ensuite comédie musicale. Les Misérables? Non. Dumbo? Quasimodo. Simbad? Quasimodo. Notre-Dame de la... Frollo. Les fantômes de l'opéra. Frollo dans Quasimodo. Frollo dans Le Bossu de Notre-Dame. Bravo. Tout ça, c'est bien. Mais comment tu sais ça, toi? Il sait tout, Barbier, il sait tout. Oui. Aujourd'hui, on a des vrais Je gros. sais tout ce que Paul Carrat ne sait pas. Ce que Paul Elkarat ne sait pas, ça laisse des miettes, on essaie de le savoir. Pour Franck Clermont, un dernier anniversaire. Alors là, il s'agit d'un acteur qui s'est fait connaître très très jeune. Hein. Il a commencé, il devait avoir 7-8 ans quand Gabriel Attal. Mickey Rooney. Pardon. Mickey Rooney. Ah non, mais vous avez révisé Mais tout. oui, je révise. Quand je sais qu'il y a Paul, je révise. Sinon, j'ai Mais ça aucune se chance. voit Regardez qu'il Bellini. révise, il sort Vous les dites trucs tout de 33 ans, il répond Bellini. Vous n'avez pas donné Oui. la date, l'année, rien, ni le métier. Oui. Il répond. Si je réponds pas avant que vous terminiez la question, je n'ai pas de Calme-toi, chance. Christophe, tu vas faire un AVC. Calme-toi, c'est Jean-Philippe qui te parle. Non mais il fait bien parce que... Calme-toi, mon bijou. Et surtout, Mickey Rooney calme-toi. a été le premier mari d'Ava Gardner. Oui. Et ça, c'est extraordinaire. Et il a aussi joué dans The Roaring Years. Ça veut dire quoi, ça? The Roaring, les années qui rugissent. The Roaring Years. Ah, oui. And it's a marvelous movie. C'est un super acteur, Mickey Rooney. Hein. Ah bah, il était tout petit, 1m57. Bah oui, il était mini. On l'appelait Passe-Partout à Fort Boyard. Mais non, mais ce qui fait que quand il était enfant, évidemment, il était une énorme vedette, Mickey Rooney, mais évidemment, devenu adulte au retour de la Seconde Guerre mondiale, c'était plus compliqué pour lui de trouver des rôles, parce que avec ses 1m57... Oui, puis Franck Gastambide n'existait pas à l'époque. Mais quand même, Mickey Mini, si vous voulez, a joué dans Un monde fou, Peter Elliott le dragon, Les talons noirs. Ça va, il est 17h30, on est près de l'apéro, on peut se permettre. Et son dernier film, c'est La nuit au musée. Ah, avec le Avec premier Ben Stiller. Ben Stiller. Eh oui, La nuit au musée. Le 3e aura été son dernier Ah, il est film. nul, celui-là. La nuit au musée 3. Et effectivement, il a été marié 8 fois, divorcé 7 fois. Mickey Rooney a eu 9 enfants, vous vous Mais rendez non. compte. Ouais. Et sa première femme fut Ava Gardner. Gardner. Respect. Tout ça, c'est des très bonnes réponses pour tous ces anniversaires. Ne bougez pas. Les grosses têtes reviennent tout de suite. RTL, le téléphone du jour. Ah ben, le téléphone du jour, il y a aussi un anniversaire, mais là, ce n'était pas dans les éphémérides, monsieur Barbier, donc je vois bien que vous avez révisé, mais là, je suis pas certain que vous connaissiez le 450e anniversaire qui fut célébré en Suisse ce week-end, et même mercredi dernier à Berne, précisément. Mais de quel 450e anniversaire s'agit-il? D'une fête? Alors, une fête, non, pas une fête, mais c'est devenu une fête parce que... Ah, c'est pas l'exil fiscal? Non. 450 ans l'exil fiscal. Non. Il y a l'église? À l'église, non. Un jubilé. Un jubilé, non. C'est politique. La mort de Charles IX. À la mort de Charles IX. Non, c'est pas historique. C'est pas le gruyère? Ah, oh, c'est pas le gruyère, mais on se C'est un rapproche. autre fromage, c'est la raclette. La raclette. Bonne réponse de Sébastien Toen. Arrêtez. C'est facile. Non. T'avais dit que je réponds avant, mais là j'ai laissé les autres gagner. Et la fin de l'émission, c'est pour moi. Chacun sa culture. Voilà. Non, mais c'est peut-être pas la peine de racoler autant pour une raclette. De monsieur. racletter, vous voulez dire. Aïe. Putain, les gens sont heureux pour moi. Eddie Baillifard est au téléphone. Bonjour, monsieur Baillifard. Bonjour les amis des grosses têtes. Vous êtes le pape de la raclette, c'est bien ça? Exactement, oui. Ah, faut qu'on vienne chez toi, là. Où est-ce que se trouve votre établissement? En Valais, dans le canton du Valais, dans les montagnes, près de Verbier. Ah, c'est beau là-bas. Et alors moi, je savais pas que ça faisait 450 ans qu'on mangeait de la raclette. En Valais, précisément. C'est les plus anciennes écrits, même avant. On dit qu'on mangeait déjà de la raclette au XIIe siècle. Mais Mais Marc-Antoine le plus Lebret, ancien calmez-vous. écrit à 450 ans.
Alors, Eddie Baillifard est fromager, évidemment pape de la raclette. Et comment vous avez célébré ce 450e anniversaire, alors? Alors, on l'a fêté en plusieurs épisodes et on n'a pas terminé. Hein. On est allé rencontrer les parlementaires à Berne, la Berne fédérale, la capitale de la Suisse. On a fait un premier event là-bas, grandiose, où on a servi plus de 34 pièces de fromage à raclette. Ah oui. Nous avons fait fondre. Hier, on avait la grande célébration à Bagne, capitale de la raclette, qui est la commune capitale de la raclette en Valais. On a reçu 15 000 visiteurs pour célébrer cet anniversaire. Et prochainement, on ira à Larens, dans les Pyrénées-Atlantiques, chez vous, en France, où on sera hôte d'honneur à la grande foire au fromage de Larens. C'est quand Tout ça, c'est vrai. Mais quand même, je voudrais préciser une chose, même si effectivement Saint-Étienne, en football, a perdu 8-0 ce week-end contre Nice. Saint-Étienne, qui n'est pas une ville suisse, détient le record de la plus grande raclette du monde. Avec Eddie. Chicandier. Alors, c'est pas la plus grande raclette, c'est la plus grande raclonnette. C'est pas la même catégorie. Hein. Alors, 8-0, c'était la plus grande raclée du football. Voilà, exactement. Mais là, alors là, non, pardon pour nos amis stéphanois qui nous écoutent, mais quand même, vous êtes sûr que c'est pas la plus grande raclette du monde qu'ils ont fait à Saint-Étienne? Alors, j'ai rencontré Chicandier mardi. Il a pu se rendre compte sur place qu'ils étaient battus. Le rire. D'accord. Le rire. Et en plus, on a lié, on a établi un lien d'amitié. Et on va faire au mois d'octobre 2025 la plus grande tavolata franco-suisse de raclette au monde. Ah, je viens, moi. Moi, je viens. Juste une question, d'où vient cet accent, Eddie? Alors, le Valais, le Val de Bagne, les montagnes. Ah, vous nous donnez envie de venir dans votre restaurant. Hein. Alors là, vraiment, je vous jure, on y est même, d'ailleurs, à Bruzon, hein, c'est ça? Exactement. Sur la route de Valbord. Et quel est le secret de la raclette alors? Quel est le secret vraiment, le truc vraiment qui fait la différence par rapport à nous peut-être? Je crois de mettre du fromage dans le poêlon. Alors nous, du fromage, on en met partout. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce fromage est fabriqué à base de lait cru. Et on a conservé tous les arômes dans ce fromage. Il faut un fromage qui a au minimum 4-5 mois d'affinage. Et là, vous aurez toutes les subtilités. Il est crémeux, parfumeux, gourmand. Oui. Il est extraordinaire. Et des vaches qui ont mangé des fleurettes et des bonnes herbes de la montagne. Exactement. Ariel, vous avez déjà participé à une raclette. C'est ce que c'est d'ailleurs. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une raclette, Ariel? Écoutez, j'ai jamais participé, mais je l'ai goûté. Alors, expliquez-moi, comment c'est? Eh bien, c'est sur une sorte de planche. Non, pas vraiment ça. Non. Alors, à sa décharge, moi j'ai déjà surprise chez Léon de Bruxelles. Mais je crois qu'à la raclette. Attends, je veux la définition de la raclette par Ariel, Oui. qu'on rigole 2 minutes. En tout cas, voilà, ça se fond, mais ce n'est pas la fondue, parce que la fondue, on rajoute du vin blanc. Oui. Voilà, et des petits croûtons. Oui. La raclette, il faut juste mettre ce fameux fromage très goûteux, avec fleurette des alpages, qu'il soit vraiment... Annette. Elle sait noyer le poisson. Hein. Non, il se fait frire. Je ne sais pas s'il se fait frire des deux côtés ou seulement un. Mais Ariel, quand ça fond, c'est forcément des deux côtés, tu sais. Eddie, je crois qu'il va falloir inviter Ariel. Hein. Ah oui, il faut que j'invite Ariel. Alors on présente la demi-meule près d'une source de chaleur et on racle la partie. Et Ryu viendra avec sa demi-meule. Avec Ariel, on n'a pas de demi-molle, monsieur. On en a une entière. Non, mais je l'invite volontiers, Ariel, à venir à Bruzon. Ah, mais monsieur Bonifard, je viendrai. J'adore le fromage. Voilà. Elle fait démarrer sa meule et elle arrive. Elle n'est pas arrivée. C'est l'anniversaire de la raclette. Merci, Eddie Baillifard. 15h30, 18h, c'est les grosses têtes sur RTL. Une question culturelle pour Daniel Gautry qui habite Montfranc, à la fois lié à l'actualité, mais c'est un peu tiré par les cheveux, je préfère vous prévenir. Qu'est-ce qui fut créé à Neuf-le-Château dans les Yvelines en 1880 et inventé, enfin plutôt dont le nom fut inventé par César Ritz? Bah c'est la salade Le César. château d'eau, le La salade château César. d'eau. La salade César? Non. C'est là où habitait Marguerite Duras.
Est-ce que c'est culinaire? C'est lié quand même à la gastronomie? Ah, c'est lié à la gastronomie, oui. Ah, c'est un plat? Ah, ce n'est pas un plat, non. Ça a été créé en 1880 à Neauphle-le-Château dans les Yvelines. Et le nom de cette invention, cette marque même, j'ai envie de dire... Non, pas la Suze. Le nom de cette marque a été inventé par César Ritz, qui a fondé, vous le savez, le célèbre palace qui porte son nom. C'est le shaker pour les cocktails? Non, le shaker, non. Est-ce que c'est pas le moulinet? Grand Marnier? C'est une boisson. Grand Marnier? Le Grand Marnier. Ah ouais. Bonne réponse de Paul Elkarat. Et c'est dans l'actualité à cause du Grand Barnier. Exactement. Ah oui. C'est ainsi qu'on surnomme le Premier ministre le Grand Barnier. Et le Grand Marnier... Il est aussi vieux, hein. Le Grand Marnier a bien été créé en 1800... Alors c'est à base de quoi? C'est une sorte de cognac? Le Grand Marnier a été effectivement créé en 1880 dans les Yvelines. César Ritz a trouvé le nom. Et oui, c'est à base de cognac et d'oranges amères du même type. C'est pas très bon. C'est pas très bon, vous trouvez? Moi, je trouve que c'est très particulier comme goût. On aime ou on n'aime pas du tout. Il y a quand même un truc là. Quand ils font les il y a crêpes des au Grand crêpes. Marnier là. Il y a une cuvée du centenaire avec du cognac XO. Je peux te la Oui, mais recommande. quand t'as du très très bon. Je te la c'est ferai pas goûter mal. si tu veux. Vous vouliez Sébastien. dire, Ariel? Non, que les crêpes, on met du Grand Marnier. Toujours. Oui, là je suis... Quand elle va à la fête à Neuneu. J'ai une autre question culturelle. Encore? Celle-ci, oui, et littéraire. Puisque je vais vous demander le nom du célèbre roman dystopique qui fut, et si vous voulez la définition d'une dystopie, vous demanderez à Paul Elkarat, mais le nom du célèbre roman dystopique qui fut adapté au cinéma par François Truffaut en 1966. Fahrenheit 451. Oh là là, excellente J'allais le réponse. C'est Ray Bradbury. Ray Bradbury. Et Fahrenheit 451, on oublie toujours de dire que C'est aussi un l'auteur parfum. c'est Ray Bradbury. Oui, elle vient de qu'elle le vient de dire, dire. Marcella. Bon ben je le répète. Et c'est Non. aussi un parfum. Les chroniques Non, marseillaises. mais en plus, je le sais parce que ma grand-mère était une grande amie de Ray Bradbury et c'est elle C'est vrai qui a traduit Ben, moi, ma Fahrenheit grand-mère c'est du vélo. tu vois, 451. pourquoi je la revois sur son vélo. Je parle de ma grand-mère là. Je la revois sur son vélo aller chez Mammouth et demander un litre de Candia. Et à l'époque, on n'avait pas d'argent parce que on n'était pas grand-chose, nous les Toen. Enfin bref. Mais est-ce que Ariel, vous connaissez des gens normaux et anonymes? Vous connaissez? Oui, des gens célèbres. Elle non vient ici pour ça. Alors, tiens, une question sportive. Pour vous, monsieur Rioux, il y a longtemps que vous n'avez pas brillé à Ouais. part... C'est donc qu'il n'a pas fait de sport surtout. Allez Christophe, allez, t'as révisé, monte-nous. À part du crâne, alors allons-y. Et cette fois, c'est pour monsieur Thomas Hulot qui habite... Ah, le fils de Nicolas? Non. Comment il va, Nicolas? Il habite Moi, je Riaco. l'ai vu, il paraît qu'il était en train Oh non, d'enfiler et oh Il y a un pote, il m'a dit, j'ai croisé Hulot, il enfilait un pingouin. Il en... Comme il n'y a plus de stagiaire. Ah, le pauvre, il n'y a plus de stagiaire, il est en Bretagne. Il a vu, hop, le premier fois qu'il passe, boum. La question pour monsieur 1-1, je vais pas répéter son nom. Le Qui a- fils de Nicolas? qui habite Qu'est-ce Riaco, qu'il devient? qui habite Riacos au Portugal. Oh là là. Ah, qu'on est un mec qu'on a en haut, moi. On a acheté une maison, on lui a fait un super douvé, hein. Mais il voulait un backroom. Il voulait un backroom pour enfiler le pingouin. Ah, même si on lance, t'as pas la tête. C'est le bordel, là. On n'a jamais construit la maison, hein. Est-ce que je pose ma question? Allez-y, Est-ce Ruquier. que ça vaut le coup? Allez-y, Ruquier, nous vous écoutons. Il y a Rioux qui s'impatiente. Ah, posez-vous, vous n'êtes pas sur BFM. J'ai dit que ça allait être du football, j'ai dit que ça allait être du sport. Et quelle est la particularité étonnante de la carrière footballistique en tant que joueur de Zinedine Zidane? Le coup de boule. Il a pas joué à Marseille. C'est pas bête. Oui. Alors là, Ariel, écoutez, Oui. Dieu sait que parfois vous êtes à côté, mais là, au fond, c'est pas, Là, c'est si, pas- c'est pas si bête. Est-ce Mais- que c'est le fait d'avoir porté toujours le même numéro? Mais on va dire que coup de boule, c'est quand même extra sportif parce que c'est pas vraiment du football. Bon. Il aurait mieux fait de ne pas, effectivement, de ne pas le faire. Et c'est plutôt à son désavantage. Alors que là, la particularité dont je vous parle, c'est plutôt glorieux. Eh ben, voyez. il a peut-être gagné la Ligue des Champions en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Non, non, Il a, ça jamais- ira. il a fait Cannes, Bordeaux, Juventus, Real Madrid. Donc
Cannes, Bordeaux. Il n'a jamais Real Madrid. divorcé? Divorcé, non. C'est une performance en termes de nombre de buts ou d'exploits? Performance, le mot n'est pas là, mais en tout cas, c'est vrai que c'est lié à... Est-ce que c'est lié à l'équipe de France? Tout club et toute... Son et numéro. toute Son équipe numéro derrière le confondue. maillot. Son numéro, non. Le C'est meilleur le- passeur de quelque chose? Le meilleur passeur, non. Le meilleur buteur de tous les championnats où il a joué? Meilleur passif. alors. Non, ah, dis donc ça... C'est le meilleur buteur par Panenka? Non, non, non. Est-ce que c'est lié? Vous avez Et en bien dit. plus, c'est on lié à- est sûr, quasi sûr, que c'est un record qui ne sera jamais battu. Est-ce qu'il a marqué à chacun de ses premiers matchs dans son nouveau club? Non. C'est lui qui a fait le maximum de passes. J'en connais au bois de Boulogne, j'en ai fait plus. hein. Il adorait les petits ponts. Est-ce que c'est vraiment positif comme C'est particularité? positif. Malgré tous ces milliards, il a toujours voté à gauche. Et ça, c'est respect. Hein. Est-ce qu'on va être impressionné par la réponse? Est-ce que c'est vraiment Impressionné, c'est pas le mot, c'est anecdotique, mais ça fait partie des statistiques du football qui sont intéressantes. Et c'est vrai que je n'aurais jamais pensé, mais j'ai appris ça aujourd'hui. Et d'ailleurs, Monsieur Hulot, qui habite Riacos au Portugal, est celui qui m'a envoyé la question. oui. Je rends à l'auditeur ce qui est à l'auditeur, parce que c'est c'est assez rare qu'on se pose des questions d'auditeurs, mais celle-ci, je ne la connaissais pas, donc je me suis permis de lui emprunter. Et voilà pourquoi il mériterait peut-être 300 €. C'est une statistique sur Monsieur son... 1 du Sur Portugal. ses buts? C'est une statistique sur les buts qu'il a marqués? C'est quelqu'un qui a marqué avant le coup d'envoi? C'est quelqu'un Non, qui a parce que de marqué... toute façon, c'est un record qui pourra être égalé, mais pas dépassé. Mais c'est ça a à voir Ah, c'est avec le maximum, son jeu. quoi. C'est pas à voir avec son jeu comme footballeur. Si, ça a à voir avec son Est-ce jeu que comme c'est aussi footballeur. quand il était entraîneur, ça compte ou rien à voir? Non, non, c'est Juste uniquement joueur. en tant que joueur. Le nombre de matchs Je vais pro, vous aider un peu en tant qu'attaquant même. Il a marqué contre toutes les défenses de... Non, non. Il a marqué de la tête, c'est la tête, Non, le but? non. Les passes? Est-ce que c'est lié au but? Est-ce que c'est lié au que c'est nombre les de buts? dribbles? C'est lié... Oui, c'est lié au but, bien sûr. Est-ce qu'au dribble, pas seulement les siens, ceux des autres Passe aussi. décisive. Non. Il a fait partie des meilleures attaques de... Non. Est-ce que c'est rapport au dribble? Rapport au dribble, non. C'est le joueur qui a été le moins hors jeu de l'histoire. Le mot... C'est le joueur qui a été le moins hors jeu de l'histoire. Bonne réponse de Johan Rio. Non, 46 ans attendez, puissant. non, pas le moins hors jeu. Il n'a jamais marqué de but qui a été refusé pour un hors-jeu. Le plus hors-jeu. Il a jamais été hors-jeu jamais sur été un but. Pardon. Jamais un de ses buts Il y a n'a été encore des refusé choses en pour trop hors-jeu. là-dessus. Il n'a jamais été signalé hors jeu. Bonne réponse de Johan Rioux. Ah, je ne savais pas. Zinedine Zidane n'a jamais été signalé hors jeu. Voilà la bonne réponse. Les grosses têtes, toujours à vos côtés sur RTL. Jusqu'à 18h, les grosses têtes de Laurent Ruquier. On va retrouver Sébastien Toen, Marcella Yacoub, Ariel Dombal, Paul Elkarat, Christophe Barbier et Johan Rioux. Une question pour Daniel Gamme, qui habite Biscarrosse dans les Landes. Biscarrosse, si vous préférez. Et là, je vous emmène dans le passé, le 19 janvier 1919. Qu'a fait l'aviateur Monsieur Védrine, Jules Védrine, ce jour-là? Il atterrit sur les Galeries Lafayette. Comment vous savez ça, vous? Connu. Non, pendant les soldes. Il a vraiment envie de consommer, le mec. Là. Mais c'était un atterrissage en urgence Non, atterrissage Il était- incroyable au-dessus des Galeries Lafayette à Paris. Il était payé, hein, c'était pour faire Oui. de la publicité pour les Galeries Et il Lafayette. s'est tué la même année. mais il y a- Pardon. il y a Il un- s'est tué la même année. Et il s'est tué 2 mois plus tard. C'est Samaritaine. Non, Il a voulu passer par le rez-de-chaussée, là, où il y a tous les trucs de livraison. Accident il est mort. d'avion, Non, malheureusement. mais est-ce possible? Parce que c'est un dôme, les Galeries Lafayette. Non, mais en 1919, c'était pas pareil. hein. il a fait la guerre, hein, 14-18, mais il est mort effectivement bêtement le 21 avril 1919 lors d'un vol d'inauguration de la ligne Paris-Rome à bord d'un bimoteur. Et c'était 2 mois après s'être posé sur le toit des Galeries Lafayette du boulevard Haussmann, une terrasse de 28 mètres sur 12 à l'époque. hein. Et ce, malgré l'interdiction de la préfecture de Paris. Oh là là, t'es déjà en 1919, Pécresse. Les grands magasins avaient lancé ce défi à l'aviateur. Il a empoché quand même 25 000 francs pour cet exploit, mais il a été verbalisé par la police. Bon, une amende de 16 francs. Il a Donc, de la chance. Hein. faites le calcul. Il y a quand même une stèle qui commémore encore l'événement aujourd'hui. Et c'est vrai que c'était évidemment un exploit à l'époque. L'atterrissage de Jules Védrine sur les Galeries Lafayette. Bravo, Paul. Restons à Paris.
Restons à Paris avec la question suivante. Il s'agit de retrouver le nom d'un architecte célèbre, architecte français, en vogue sous le règne de Napoléon III, architecte en chef du service des promenades et plantations, où il a travaillé pendant de longues années. Truffaut ? Non. On lui doit le square des Batignolles. Le Roi Merlin ? Non, le bassin de Courcelles, la fontaine Pigalle, les 6 fontaines du rond-point des Champs-Élysées, la fontaine Saint-Michel, le panorama des Champs-Élysées. Jacob de la C'est pas Jackie Torf? Non. Il a achevé les 2 théâtres du Châtelet, le théâtre des Nations, la grotte et la cascade de l'île de Reuilly, la grille du square Montholon. Michel Camailleux? Non. Et on connaît son nom pour autre chose de plus précis, mais je ne vais pas vous dire quoi. Alors c'est peut-être Hoffmann. Non, car son nom est associé à du mobilier urbain. Mais lequel? William Morris. Les colonnes Maurice? Non. Richard Wallace. Non plus. Didier Véranda? Les fontaines Wallace? Non. Victor Baltard? Non, le mobilier urbain. Didier Potchambre? Oh, il est lourd. On parle de mobilier, je cherche. Joséphine Sanizette, aussitôt que Voilà, vous dites, ouais. non, franchement. Ludovic Chasteau? Rambuteau non plus. Il s'appelait Gabriel de son prénom. Ah, comme les plus grands. Gabriel. Et c'est vrai que son nom est associé. Les opticiens. Quel mobilier urbain? C'est les bancs de Paris? Oui, les bancs de Paris, bravo. Comment s'appelle-t-il? Ah oui. Et vous savez, les doubles bancs, ceux sur lesquels s'asseoir dos à dos. on peut s'asseoir dos à dos. De chaque côté du banc. Oui. Dans certains quartiers, oui. Gabriel Dumont? Non, et on va refaire d'ailleurs ces bancs pour les enfants. C'est ce qu'annonce la mairie de Paris aujourd'hui. Voilà pourquoi je vous en parle. Un prototype adapté aux enfants a été conçu par les équipes de l'urbanisme parisien et va effectivement faire on verra bientôt ces premiers modèles de bancs, des bancs qu'on connaît tous dans Paris, d'ailleurs un peu partout. Oui. En France maintenant, en fait il y a 2 bancs et il y a un banc d'un côté, un banc de l'autre. On peut s'asseoir dos à dos. Et on peut plotter sans se faire griller. C'est comme dans les cinémas maintenant, vous savez, il y a des longs sièges. Oui, j'ai fait Mais ça. non, vous êtes idiot. Non, oui, c'est pas. Ça peut pas être dans les cinémas, il y a un écran que d'un côté dans les cinémas. Non mais quel imbécile. Vous avez raison, Laurent. Je suis bête. Mais Quel est son nom, c'est. l'intérêt qu'il y ait des personnes qui sont dos à dos dans Parce un que banc? vous pouvez voir des 2 côtés du square. Mais c'est un D, son nom. Ah oui, c'est un D. Mais ça mais empêche la communication. ce sont les célèbres bancs à double assise qui Gabriel. servent de halte aux promeneurs. Alors c'est vrai qu'ils étaient un peu dangereux pour les enfants. Vermont? Damido? Non. On peut voir son prénom? Gabriel. D. Gabriel D. Son nom, mais je le connais. 1824, 1880. Mais oui, on Non, connaît mais que sur lui, ces on années, connaît que lui. je vois qui c'est. C'est ça. Des Claude. Non. Ah bah Dodo, Gabriel Dodo. Non. Non, mais c'est un D. Il fait les bancs en dodo. alors. Moi, je connaissais son nom. Hein. En effet, en 1869, on a installé 8428 bancs dans la capitale. Et ce banc-là est considéré comme emblématique, apprécié par les nostalgiques du vieux Paris. Hein. Gabriel Delteil? On en a même vendu aux enchères à Drouot il y a 2-3 ans. Et certains ont racheté ces bancs-là, qui sont les bancs les plus célèbres de la capitale. Gabriel Dalvou? Davos. Davos. Ah, ils vont me la piquer. Delbo? Non. Davoust? Non, c'est un truc comme ça, se finit en ou. Oui, ça y est, les lettres se reforment. Du clou? Ça, les lettres se reforment. Mesdames et messieurs, vous êtes en train d'assister à un travail de mémoire exceptionnel. Gabriel Dalvou? Non. Dalou? Non. Dalou? Non, Dalou, plus. c'est Jules, c'est pas. Non, on va donner 300 balles. Non. Le palais du Trocadéro, on lui doit, qu'est-ce qu'on lui doit? Davou? Non, Deloup. les magasins réunis de la place de la République. Gabriel Dubout. La caserne de la place de la République. Doudou. Les pavillons Deroux. d'entrée. Non. les kiosques aussi de presse parisiens. On lui doit les kiosques aussi, vous vous rendez compte? Dalvou, Dabou. Dabou? Le pavillon d'Armenonville. Ah, c'est un truc. Darvou? Non. 300 € ne dit plus rien dans la main. Dans le public. Est-ce que quelqu'un... Oh non, il n'y a pas de main qui se lève. Aïe, c'était Gabriel Daviou. Mais oui, oh là là. Daviou. Les bancs Daviou. J'ai dit Dalvou. Ah bah oui, mais on n'est pas dit Daviou. Ah non, Et je suis bien content de vous avoir eu. Daviou, les bancs Daviou sont les bancs de la capitale. Vous écoutez les grosses têtes sur RTL. RTL, l'invité du jour. Notre invité du jour publie L'Impossible Retour. C'est son dernier roman, le 33e, certains comptent. On vérifiera avec elle. Vous avez peut-être déjà reconnu, puisque c'est à chaque fois évidemment un des livres qui font la rentrée en septembre. L'Impossible Retour est signé Amélie Nothomb, que je vous demande d'accueillir. Elle nous emmène au Japon.
à Tokyo, à Kyoto. L'impossible retour, c'est chez Albin Michel. Bienvenue Amélie Nothomb. Et j'ai été ravi de lire ce livre pendant le week-end, je dois dire, parce que vous m'avez emmené sur mes lieux de vacances. Je me suis même aperçu qu'au fond, à quelques mois, je vous ai succédé dans les rues de Tokyo, parce que j'y suis allé en 2023. Wow. Et ça m'a rappelé, évidemment, quelques moments de mes vacances japonaises, même si, alors moi, je suis moins courageux que vous, parce que vous n'êtes pas resté qu'à Tokyo, vous avez fait Kyoto, puis c'était surtout pas la première fois que vous alliez là-bas. D'où ce titre, L'impossible retour. Parce que déjà, vous avez eu du mal à partir, à y retourner. C'est une, si j'en crois le livre, c'est une amie qui vous convainc d'aller là-bas. C'est une amie qui me convainc de retourner au Japon. Or, moi, j'adore les voyages, sauf le départ et le retour. Donc, j'avais du mal. En plus, le Japon, c'est le pays que j'aime le plus au monde. C'est là que j'ai vécu les plus beaux souvenirs de ma vie. Donc, l'impact émotionnel du Japon sur moi est si grand que franchement, pour moi, c'est difficile d'y aller parce que je sais qu'à chaque fois, je vais être beaucoup trop émue et aussi parce qu'à chaque fois, je sais que je vais devoir repartir et ça m'est insupportable. Alors évidemment, c'est autobiographique, on l'a bien compris, mais ça reste un roman au point que j'ai cherché partout les photos de Pep Benny ce week-end. J'ai changé le nom du personnage, mais par contre, c'est vraiment une grande amie qui m'a invitée au Japon. Donc vous étiez vraiment deux, parce que j'ai vu dans certaines critiques que certains journalistes pensent que c'est votre double maléfique et que vous étiez toute seule. Non, c'est vraiment quelqu'un, elle a une personnalité bien particulière et c'est ce qui fait que ce voyage a du peps, donc ça lui va bien de s'appeler Pep. Oui, alors Pep Benny, effectivement, vous avez raison, elle est moins sage que vous, moins diplomate, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que face aux Japonais, pour être allé là-bas, il faut l'être, diplomate, parce qu'on les vexe assez facilement. On les vexe assez facilement et c'est normal aussi que l'étranger les vexe parce que les codes japonais sont très particuliers et les Japonais ne savent pas forcément que ça se passe différemment ailleurs. Donc c'est presque inévitable d'avoir des moments de délicatesse avec les Japonais. Outre être sur les traces de votre père, qu'est-ce qui était difficile? Revoir des villes qui avaient beaucoup changé depuis votre départ? Les villes n'avaient pas tellement changé. Je pense que le plus difficile pour moi, c'était de me rendre compte que j'avais fait tant de voyages au Japon. Je pense que c'était la 6e fois que je me rendais au Japon. Bon, quand j'étais petite, j'y vivais carrément. D'y retourner pour la 6e fois, d'arriver à Tokyo et de me rendre compte que j'étais absolument incapable de me guider dans cette ville. Une ville où j'ai quand même vécu 2 années de ma jeunesse, où j'ai travaillé, où j'ai vécu mon premier amour. J'arrive à Tokyo, je me dis mais je ne me souviens plus de rien. Je ne savais plus où. Imaginez de débarquer à Paris et de ne plus savoir où est le Louvre, où est la Tour Eiffel. J'avais perdu tous mes repères et ça a été très spécial. Mais surtout qu'au Japon, il n'y a pas d'adresse vraiment. Il n'y a pas d'adresse et si vous imaginez que l'homme de la rue va pouvoir vous l'indiquer. Là, il parle que japonais. Il ne parle que japonais. Non seulement il ne parle que japonais, mais il faut savoir qu'une chose très impolite qu'un japonais ne dira jamais, c'est je ne sais pas. Donc si vous demandez l'adresse à quelqu'un et qui ne connaît pas l'adresse, il vous dira absolument n'importe quoi. C'est comme nous aux grosses têtes. Pour ne pas dire je ne sais pas. On le dit pas. Ça c'est vrai, pas seulement au Japon. J'ai eu la chance d'aller en Chine aussi cet été. J'avais fait le Japon l'année précédente. C'est vrai que ça c'est quelque chose d'assez particulier. Quand vous interrogez quelqu'un, il n'ose... En fait, ils n'osent pas être humiliés. Ils n'osent pas dire qu'ils ne savent pas. Donc, perte de face. Quoi que vous demandiez, ça ne pas perdre la face, ne jamais perdre la face. Donc, quoi que vous disiez, quoi que vous demandiez, en fait, non n'existe pas. Non est un mot impoli et je ne sais pas est une obscénité. Donc, finalement, ça crée des situations... Ça crée des situations terribles. Et votre copine, manifestement, elle ne sait pas gérer ça. Vous savez gérer ça mieux qu'elle. Pep, qui est une authentique parisienne, ne peut qu'avoir des moments de... Il faut reconnaître que parfois, avec les Japonais, c'est très difficile. Et Pep, au lieu de masquer ses sentiments comme le ferait n'importe quel Japonais, fait comprendre qu'elle est très mécontente. Et elle me demande de traduire au Japonais, tiens, dis-lui qu'il est un crétin ou des choses comme ça. Et moi, évidemment, en fille de diplomate, je traduis tout à fait autre chose. Et malheureusement, Pep soupçonne avoir mon visage que je ne suis pas du tout en train de traiter l'autre de crétin, mais que je lui dis, mais comme quelle ravissante auberge ou des choses comme ça. C'est plus sage, évidemment. Il vous fait remarquer aussi que ça fait un moment que vous n'avez pas bu de champagne, votre boisson préférée pourtant. Alors, c'est vrai qu'il y a moyen de trouver du champagne au Japon, il y a moyen de trouver absolument tout au Japon, mais c'est un peu difficile. Alors qu'il y a une chose qu'on trouve très facilement au Japon, c'est le whisky, puisque les Japonais fabriquent du whisky. C'est vrai que la Belgique est le pays, après la France, plus grand consommateur de champagne. Alors, c'est absolument vrai, et ça me rend très fier de nous, parce qu'un si petit pays arrivé en 2e position des buveurs de champagne derrière la France, vive nous. Mais il faut dire que j'y contribue très largement. Même si vous habitez Paris. Alors, je suis à Paris, mais même quand je suis à Bruxelles, je bois énormément de champagne. Bon.
Qu'est-ce que c'est que ces lapins aussi? Il y a un passage surréaliste dans le livre. C'est justement un bar à lapins. Un bar à lapins, comme il y a des bars à chats chez nous. Le lapin est probablement l'animal qui est le plus plébiscité au Japon. Un peu partout sur Terre, le lapin est vu comme un animal de seconde zone, voire un animal ridicule, mais pas du tout au Japon, où le lapin est extrêmement estimé, à tel point qu'il y a des bars à lapins. Donc là, on arrive en fait dans un endroit, mais bon, comment dire, c'était assez pénible. Il y avait une odeur de clapier, mais c'était horrible. Alors, ils avaient tous les droits. Ils venaient sur nos pieds nous faire pipi et caca dessus. Et il fallait s'en réjouir parce que c'était le signe de la véritable affection de ces lapins. Bon, j'ai passé un moment un petit peu pénible. C'est comme en Chine, les bars à pangolins, là. Je sais pas ce qu'ils ont avec ça, mais... L'impossible retour d'Amélie Nothomb dans ce pays qu'elle adore, qui est son pays préféré tout de même, le Japon. Alors tiens, il y a aussi quelque chose qui m'a surpris. Vous dites une ryokan et non pas un ryokan pour ces fameux hôtels. Alors, nous avons raison tous les deux. C'est un mot japonais, donc moi je dis une ryokan parce que on dit une auberge, mais vous disiez probablement un ryokan pour dire un hôtel. Et j'ai vérifié dans le dictionnaire français, on dit un ryokan. Ah, parce que ryokan est dans le dictionnaire français. Alors vous me l'apprenez, je l'ignorais. Voilà. Oui, mais qu'est-ce que c'est? Encore raté pour Ce sont les auberges traditionnelles. Ah, d'accord. Quand on veut loger vraiment à la japonaise dans des auberges avec les tatamis, on va dans un ryokan. À Kyoto, c'est surtout à Kyoto. Surtout à Kyoto. Ah oui, alors à Kyoto, c'est magnifique Kyoto. Vous êtes allé, vous? Oui, c'est pour ça que je connais ces auberges-là. Sans rire. Non, je vous assure. Vous êtes allé au Japon, vous? J'ai été au Japon, ouais. Et dans le 13e arrondissement. Et j'ai été aussi... Bah ouais, mais bon, c'est plutôt la Chine, hein, mais... J'ai été au Japon, j'ai été à Kyoto et à Tokyo. Comment je saurais ça, sinon? À Kyoto, il y a la petite rue avec les bâtisses. Ah oui, une boulangerie au coin, bien sûr. Non, mais faut arrêter de cober tout ce qu'il dit. Hein. Bien sûr. Non, mais il y a aussi les plus petits hôtels du monde. Il y a très peu d'espaces habitables au Japon parce que les 2/3 du Japon sont inhabitables tellement ils sont montagneux et les Japonais considèrent la montagne comme inhabitable. La montagne, c'est le siège des sorcières. Ce qui fait que les montagnes japonaises sont d'une sauvagerie sublime. Allez voir les montagnes japonaises, elles sont plus belles que partout ailleurs. Et on va déposer les gens très vieux. Ah, vous avez vu la balade de Narayama? Bon, ça ne se fait plus. Hein. Ah bon. Ça ne se fait plus. Mais ça donne un trop film tard. sublime. Oui. Non, c'est pas Pearl Harbor, ça irait. Quoi. L'impossible retour, c'est chez Albin Michel, c'est signé Amélie Nothomb, c'est son dernier roman. Le 33e, ils ont bien compté, les journalistes? Le 33e, bravo. Bon, parfait. Je vous présente le président de la République, qui lui aussi, je crois, a compté vos livres. Français. Amélie et carte vitale. Je suis content de rencontrer une habitante du plat pays. Dites-moi, vous qui êtes en Belgique, vous n'avez pas eu de gouvernement pendant un certain temps. Est-ce qu'une fois qu'il y en a eu un, c'était vraiment mieux que quand il n'y en avait pas? Excellent. C'est vrai que vous êtes des tout petits joueurs, les Français. Vous vous êtes émus parce que vous n'avez pas eu de gouvernement pendant 2 mois ou 3 mois. Mais nous, en Belgique, on a passé plus de 3 ans sans gouvernement. Et le mieux, c'est que ça se passait très bien. Voilà, on aurait dû continuer, nous aussi. Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France de football. Oui, bonjour. Non, je voulais savoir, vous êtes sûr qu'elle est bien belge, Amélie Nothomb? Oui, certain, oui. Non, c'est bizarre, elle ressemble pas du tout aux Belges que je connais. Hein. Oui, parce que nous, à chaque fois qu'avec les Bleus, on croise des Belges, ils pleurent. Oh, que ça, c'est très arrogant. C'est très arrogant. Un compatriote belge, encore décidément, vous êtes gâté, Jean-Claude Van Damme. Ok. Bonjour, au revoir, et aussi bonjour, au revoir. Je fais la traduction pour Amélie qui est belge. J'aime la vie. Wow, il y a une grenouille. D'ailleurs, tu sais que moi, un jour, j'ai embrassé une grenouille pour qu'elle se transforme en princesse. Et devinez quoi? Au moment où je l'ai embrassée, elle a fait une overdose. J'adore mes chiens. On termine par Dominique Besnéard. Oui, bonjour Amélie. Je voulais savoir si vous pouvez envoyer votre bouquin aux 2 astronautes qui sont bloqués sur la station internationale. Rien que le titre, L'impossible retour, ils vont adorer. Vous pouvez applaudir Marc-Antoine Lebré. Et on reste avec Amélie Nothomb qu'on retrouve dans un instant pour la valise RTL. Les grosses têtes sur RTL, c'est avec Laurent Ruquier. RTL, la valise. L'impossible retour, c'est le titre du dernier roman d'Amélie Nothomb, publié chez Albin Michel. Mais Amélie Nothomb, je vais vous demander quelque chose que vous n'avez peut-être jamais fait encore, animer la valise RTL. Ah, très bien. Il s'agit d'appeler l'un de nos auditeurs, une auditrice peut-être. D'abord, est-ce que vous avez un numéro chance entre 1 et 20? 4. Le 4, très bien, parfait.
Ce sera Igor. Vous allez appeler Igor à Sainte-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne. Je vous laisse faire, hein. Vous vous présentez et vous lui demandez quel est le contenu de la valise. Il y a quoi? Il y a une somme de 1021 € et un ballon officiel de la Champions League. Ça, vous n'êtes pas obligé de retenir ça. Vous retenez la question. Quel est le contenu de la valise RTL? Ça sonne chez Igor. Allô? Allô Igor, bonjour Igor. C'est Amélie Nothomb aux grosses têtes. Voilà, on va vous demander s'il vous plaît quel est le contenu de la valise. Ah, il y va direct, Amélie. Igor? Oui. Oui. Ah, on vous semblait un peu surpris, je comprends. On n'a pas tous les jours Amélie Nothomb au téléphone. Attendez, on vous passe Beyoncé tout de suite. Est-ce que vous connaissez le contenu de la valise, cher Igor? Je suis ravi de vous avoir en ligne. Mais moi aussi. Et c'est très émouvant. Et pour autant, je suis bien incapable de sortir le contenu de la valise. Moi, je voulais vous envoyer une question aux grosses têtes. Oui. Avec une citation. Et c'est pour ça que j'avais mis mon... Et quelle était votre question alors, Igor? Alors, c'était une citation qui avait dit que... on vous rappellera. Alors, j'ai plus la citation. Sacha Guitry. C'était Victor Hugo qui n'était pas contre les citations apocryphes. Il faut pas croire toutes les citations qu'il y a sur Internet. C'était ça? Ah non, mais ça ressemblait à celle-là, oui. Bon, ben voilà. C'est pourquoi elle n'a pas été retenue, parce qu'on l'a déjà faite. La citation, c'est « Il ne faut jamais croire toutes les citations qu'on peut lire sur Internet ». Et qui a dit ça? Et la réponse, c'est Victor Hugo. Internet. Excellent, voilà. Excellent. Est-ce que vous connaissez Amélie Nothomb, Igor? Oui. Tout à fait. Est-ce que vous avez envie qu'on vous envoie le livre d'Amélie Nothomb? On peut vous l'envoyer dédicacé si vous le souhaitez. Avec grand plaisir. Alors ça, j'en serais vraiment très touché. Eh bien, ce sera fait dès demain. L'impossible retour. On vous envoie le nouveau roman d'Amélie Nothomb. On vous embrasse et on vous remercie quand même, Igor. Je vous embrasse tous. Il y avait 1021 € dans la valise RTL et le ballon officiel de la Champions League offert par le site baldesport.com. Et je vais ajouter tout de suite... Notez bien, 1 an d'entretien de votre véhicule par Bosch Car Service. Oui, je suis obligé de faire ça, Amélie. Ça vous fait... Ne vous moquez pas, Amélie. Bosch Car Service, c'est le réseau mondial d'ateliers aux prestations premium. Très bien. Allez voir si vous avez envie d'avoir plus de détails sur boschcarservice.com. 1 an d'entretien par Bosch Car Service dans la valise RTL. Et moi j'ajoute un karaoké avec Michel Barnier. Allez. Non, mais on va surtout remercier Amélie Nothomb d'être venue nous voir pour l'impossible retour. Si vous avez envie de voyager avec elle au Japon, eh bien c'est le contenu de son tout nouveau roman publié chez Albin Michel. Tout retour est impossible, l'amour le plus absolu n'en donne pas la clé. C'est le sous-titre de ce roman. Je vous le conseille. Merci d'être venu nous voir. Merci mon cher Laurent et merci à tous. À demain, 15h30 pour d'autres grosses têtes. Dans un instant, vous retrouvez Marc-Antoine Lebré, évidemment, chez Agnès Bonfillon et Yves Calvi. À demain, 15h30.